Encore nombreux devant le petit écran cet après-midi, mesdames, messieurs, bienvenue sur Tous Azimuts. Il n'a toujours pas foulé le sol camerounais, qu'il fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous parlons de Tibor Nagui qui a déclenché par ses récentes sorties de nombreuses discussions autour de la diplomatie entre le Cameroun et les États-Unis. On en parle cet après-midi dans le grand débat de votre émission Tous Azimuts. Mais avant d'en arriver à ces questions de diplomatie, on aura l'occasion d'analyser l'environnement sécuritaire du pays, en parlant bien sûr de cette réunion qui s'est tenue à Yaoundé, où les cas de la crise dite anglophone qui sévit dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun a sévi bien sûr de base des discussions, mais également la question de la partie septentrionale avec des enlèvements multiples orchestrés au niveau de la Damawa. On pourra également revenir cet après-midi sur le cas Edgar Alom Bingo pour parler d'opération épervier. Est-ce le début de la fin du Fils de Dieu? Il sera question de tirer les bonnes cartes dans cette autre actualité. Et un petit zapping cet après-midi, à la surprise, on va plutôt dire à l'évidence générale, Niat Difendi et Kavaye Guédibril se réinstallent au perchoir des chambres basses et hautes du Parlement camerounais. Mesdames, Messieurs, voilà pour ce qui est du menu. Un seul numéro de téléphone pour vous permettre de participer, le 6 99 13 50 75. Bienvenue. Et pour échanger cet après-midi, ils ont été triés comme d'habitude sur le volet pour vous apporter leur expertise dans les sujets qui seront analysés cet après-midi. Je vais commencer par ma droite. J'ai le bonheur d'accueillir cet après-midi Sa Majesté Patrick Ondondo. Il est également professeur de droit des lycées techniques, il est écrivain, il est chef traditionnel du 3e degré, mais surtout il est membre de la section RDPC de Messamena, président national de l'APE national. On pourrait y passer l'après-midi puisqu'il est meurtri de nombreuses qualités. Bienvenue, Majesté Patrick Ondondo, sur le plateau de Tous Azimuts. Merci, Madame Aïssi. Merci de m'accueillir aussi chaleureusement sur votre plateau. C'est avec beaucoup de joie que je découvre votre plateau. Donc, je salue très chaleureusement vos téléspectateurs. Et je salue également mes copanélistes. Et je crois que tout à l'heure, nous allons entrer dans les débats et nous verrons bien quels sont les sujets que vous avez bien voulu nous réserver. Je suis tentée de vous demander comment se porte Yaoundé, parce qu'il faut rappeler, vous avez fait le déplacement de Yaoundé pour être avec nous. Oui, madame, Yaoundé s'est réveillé sous la pluie dès 4 heures ce matin. La pluie a commencé et puis c'est vers 7 heures pratiquement et demie que la pluie est finie. Donc, c'est vrai que c'est déjà le moment parce qu'en réalité, la saison des pluies, c'est vrai qu'il y a des règlements climatiques, mais la saison des pluies était quand même prévue à partir de la mi-mars, comme généralement ça se fait. Voilà. Le second invité, je me retourne vers mon extrême gauche parce que c'est des nouveaux visages sur le plateau de Tous Azimuts. Lui, c'est Georges Paul Meka Abesolo. Il est un militant de 11 millions, ingénieur agronome de formation. Il est directeur Afrique d'une banque américaine d'investissement agricole, si j'ai bonne information. Mais il est également auditeur, consultant pour plusieurs cabinets internationaux. On ne pourra pas tous les citer parce que lui également, ses casquettes sont multiples. Bienvenue, monsieur Abesolo. Merci. Comment se porte 11 millions? Très bien. Il est en phase de transition en un parti, justement, dans lequel nous sommes dénommés les citoyens. Le troisième invité est juste à ma gauche. Lui, on ne le présente plus. Banda Kani, connu pour sa verbe inépuisable. Il est le président du nouveau mouvement populaire. Président Banda Kani, bienvenue une fois de plus sur le plateau de Tous Azimuts. Merci, bienvenue à mes co-panélistes. Je salue vos millions de téléspectateurs répandus dans le monde. J'espère être à la hauteur de la confiance que vous me faites en invitant sur votre prestigieux plateau. Mais Président Banda Kani, il paraîtrait que le NMP soit en ligne droite sur un projet très important politiquement parlant. Oui, nous préparons notre première convention qui aura lieu du 21 au 24 mars de cette année. C'est un banquet politique, intellectuel et stratégique pour poser les vrais problèmes de notre pays. Il est centré autour d'un thème principal. Entrons réellement dans la décentralisation. On ne commente pas, c'est clair pour tout le monde ce que ça veut dire. On n'y est pas encore. Donc il faut que nous entrons réellement dans la décentralisation. Il y a au menu, n'est-ce pas, une journée politique, une journée économique
une journée basée sur la décentralisation, une journée de la démocratie sociale. Donc, avec des panélistes de haut vol que nous avons convoqués, entre guillemets, pour venir instruire le monde, n'est-ce pas, en général, et nos militants sur ces enjeux-là. Le quatrième invité que je m'en vais accueillir cet après-midi n'est autre que Joseph-Marie Elundou. Il va peut-être représenter la société civile, mais on le rappelle, il est économiste, il est expert en développement, coach national. C'est toujours un bonheur de l'accueillir. Bienvenue, monsieur Elundou. Merci infiniment, madame, ici, de m'avoir convié à ce banquet. Je suis à votre disposition pour surtout m'avoir fait à nouveau rencontrer Bandakani, que je considère comme l'un des vétérans de la politique du terrain au Cameroun. Peut-être que j'aurai l'occasion de m'étendre davantage au cours des débats, parce qu'il est important pour nous parfois d'avoir des gens qui ont la mémoire. Notre pays, l'environnement politique est infesté de nouveaux venus sans mémoire, qui ne font pas l'effort nécessaire pour aller dans une sorte de sociologie, anthropologie politique, aller chercher qui a fait quoi, qu'est-ce qui a déjà été fait. On a l'impression tous les jours qu'on recommence les mêmes choses, qu'on raconte les mêmes histoires, qu'on est sur les mêmes thématiques, alors que nous sommes un processus politique évolutif, un environnement évolutif. Et nous, on est là parce que nous sommes là depuis longtemps. Nous essayons de faire avancer le débat. Parfois, on le tire un peu trop vite pour certains. Et je pense que Bandakani appartient à la génération qui a une certaine mémoire et qui peut effectivement, sur un plateau comme celui-ci, je ne mets pas les autres en doute. Donc, je souhaite simplement que les gens sachent que pour faire la science, il faut faire l'anthropologie de la science. Voilà, vous l'avez compris, le décor est planté. On va rentrer sans transition dans le premier sujet de cet après-midi. On parle de la session parlementaire, je le disais, c'est la mise en bouche. On n'a pas besoin de véritablement s'étendre dessus parce que ça n'a surpris personne finalement. Niadi Fendi et Kavaye Guédibril rempilent une fois de plus au Sénat et à l'Assemblée nationale. Les deux personnalités ont été reconduites à la présidence des deux chambres du Parlement camerounais. C'est à l'issue d'une élection tenue donc du côté de Yaoundé, c'est le 14 mars dernier. Je vais commencer avec vous, monsieur Abessolo. Vous ne faites pas partie de ceux qui se demandent quand est-ce qu'on aura un nouveau visage? 27 ans pour Kavaye Guédibril, je risque de dire une éternité depuis la mise en place du Sénat. Pour Marcel Niadi Fendi, vous êtes la jeunesse aujourd'hui, pour beaucoup ça fait longtemps. Non, il y a des élections qui arrivent. Et dans la mobilisation justement de 40% à 60% de ceux qui sont jeunes aujourd'hui, nous continuons de les appeler à s'inscrire, à voter et à contrôler le vote. C'est avec cet engouement et ces réalisations que si on a de nouveaux élus jeunes représentatifs aujourd'hui du présent et de l'avenir du Cameroun, que demain nous pourrons voir notamment au perchoir du Sénat et de l'Assemblée nationale de nouveaux visages. Donc, leurs réélections sont pour nous non une surprise, mais d'une confirmation de la sociologie et anthropologie politique vieillissante au niveau du Cameroun, qui est toujours à la tête et dont on espère qu'elle saura faire la transition avec la vague de jeunesse qui arrive et qui ont déjà prouvé de part et d'autre leur expérience, leur talent et d'assurer justement le Cameroun de demain. Vous êtes d'accord, Majesté Ondondo, que finalement il n'y avait pas de suspense, le mot d'ordre, c'est le RDPC qui est majoritaire au Parlement, c'était une lettre à la poste. Oui, disons que ici le critère de choix obéit beaucoup plus à la logique de stabilité politique qui doit caractériser notre démocratie. Et ceux qui ont été élus, ils ont toujours fait preuve de loyauté à l'égard effectivement de leur parti, de loyauté à l'égard, n'est-ce pas, du président de la République. Donc, et comme il était en train de le dire, il y aura peut-être d'autres réaménagements plus tard. Mais pour le moment, il fallait respecter cet équilibre géostratégique national que le président a toujours respecté. Mais en ce qui concerne, je crois que l'entrée des jeunes dans le parti, il faut avouer que le RDPC est le parti qui jusqu'ici a fait preuve de beaucoup
beaucoup d'expérience parce que quand je prends l'exemple, nous avons eu, il y a de cela quelques temps, un nouveau maire, le maire de Yaoundé 2. C'est un tout jeune élu, Yannick Aïssi, il a à peine 30 ans. Et il y a également un maire à Yaoundé 6 comme M. Yoki Onana. C'est des jeunes et je crois que en ce qui concerne la responsabilisation, le RDPC, n'est-ce pas, est bien placé pour donner toujours, n'est-ce pas, la confiance aux jeunes, quels qu'ils soient. Mais en même temps, hein, pour entrer dans ce Parlement, M. Bandakani, est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas ce côté stagnant, toujours stable, un peu trop stable, qui finit par déranger un peu? Mine de rien, à la Chambre basse, je vais commencer par là, 118 pour sur 138 votants, ça prouve quand même que petit à petit, même à l'intérieur, on commence à se demander aussi pourquoi. Est-ce qu'on est fidèle au parti ou on devrait également être fidèle aux besoins du pays, d'une certaine manière? Bon, c'est le parti qui est à côté du pouvoir. Ouais. Ce n'est pas un parti État, mais c'est un parti qui est à côté du pouvoir, qui est à côté de l'État. Donc, il ne fonctionne pas indépendamment des enjeux de l'État. Vice-versa, dans une certaine mesure, même si l'État prime sur le parti. J'ai indiqué tout à l'heure que ce n'était pas un parti d'État. Non, quelqu'un tout à l'heure, le grand frère là, Lundu, a convoqué les questions de mémoire. Il a convoqué la question d'anthropologie politique pour comprendre les lois qui gouvernent la politique. C'est bien de faire le vœu. C'est bien de dire même que ça dérange. Mais la vraie question, c'est si ça vous dérange, pourquoi vous n'arrivez pas à changer ça? Et là, on revient aux lois de l'anthropologie politique. Pour dire quoi? Au-delà de la question du président Kavaye Dibril et du président Nyadi Fendi, il faut interroger la tradition parlementariste camerounaise. Et pour comprendre cette tradition parlementariste, il faut remonter loin dans l'histoire du Cameroun pour comprendre que le Parlement camerounais, sa culture institutionnelle et coutumière impose ce que vous êtes en train de vivre là au Parlement. Et c'est transpartisan. Je suis en train de dire à M. Abel Solo, pour qui j'ai beaucoup d'estime, j'encourage les langues de mobiliser la jeunesse, que demain, s'ils sont au Parlement, ils risquent d'être rapidement happés par cette anthropologie politique qui fait du Parlement camerounais un endroit compliqué. C'est une culture politique. Donc, pourquoi au Cameroun, quelqu'un comme Kavaye Dibril, indépendamment de ses qualités personnelles, peut être au perchoir 27 ans. 27 ans. Alors, mais il est au Parlement depuis combien d'années? Pas 27 ans. C'est-à-dire, si vous cumulez sa présence au perchoir avec son entrée au Parlement au Cameroun, il tire à plus de 40 ans. Là-dedans, allez comprendre pourquoi et vous allez savoir quelle est la culture parlementaire chez nous. Donc, au-delà de ça, il faut réfléchir, bien penser les rapports entre l'exécutif et le législatif chez nous. Il faut penser ça sérieusement pour que, si on parle de renouvellement, que ce ne soit pas seulement un renouvellement de façade, ou bien il faut chasser les vieux pour mettre les jeunes. Ça ne va rien changer. C'est une interrogation profonde de l'architecture institutionnelle de notre pays que nous avons à affronter au regard de ce qu'on est en train de voir. Les choix sont clairs au RDPC. Il a dit dans le manifeste. C'est la stabilité. Maintenant, cette stabilité, quelle est sa qualité? Elle profite à qui? Elle apporte quoi réellement au pays? Et qu'est-ce qu'elle nous ouvre comme perspective? Le président, bien, ce n'est pas éternel, lui, l'a dit. Ce n'est pas éternel. Donc, il faut que rapidement, les forces qui veulent inventer l'avenir, les forces qui veulent ouvrir l'horizon de notre pays sur le plan politique, commencent à réfléchir sérieusement sur l'agencement institutionnel de notre pays, son histoire et les lois qui gouvernent nos institutions. Monsieur Lundu, pour sortir de ce sujet, on fera juste un autre tour rapide. Vous avez la sensation que c'est pas stagnant? Moi, je ne sais pas pour vous, mais bon, on a quand même constaté cette abstention pour le vote de Nyadi Fendi. On attribue cela au Social Democratic Front. Est-ce que ça aura un véritable impact? Non, puisqu'il s'en sort avec 92 sur 99 votants. Finalement, ça ne bouge pas beaucoup. Est-ce que ça ne va pas être également à l'image des lois qui doivent être analysées, étudiées on dit quoi, et votées dans ces parlements-là? On s'attend peut-être à des validations pures et simples de tout ce qui sera proposé. Pourtant, mine de rien, un parlement c'est fait pour discuter, pour apporter des opinions variées pour le bien du pays. J'avais un enseignant de philosophie, dans les années 70, qui avait l'habitude de me dire que vaut l'homme devant une nation vouée à l'éternité.
Parce que nous autres humains pensons pouvoir modifier les structures ou les systèmes et que nous voyons le résultat. Le Cameroun bouge. Et moi, je peux le dire avec certitude, pour avoir traversé les deux époques, les deux régimes du système. Parce qu'il y a une nuance à faire. Il y a deux régimes, mais il y a le même système. Bon. Donc, il y a donc un mouvement actuellement dans le système. Et la mutation qui se prépare ne peut pas être une mutation d'un troisième régime. Ça doit être une mutation systémique. C'est pour ça qu'on a besoin d'un programme systémique, un programme alternatif, un programme de rupture. Je vais me mettre un peu comme les Camerounais qui nous regardent. Je dis, je suis bête. Systémique, c'est-à-dire? Laissez-moi expliquer. Ouais. Il faut que nous allions vers des ruptures fortes. Parce que lorsque le président de la République actuelle prend le pouvoir, il reçoit ça comme un relais. Comme une course de relais, on lui donne le relais, on dit avance. Bon. Il y a eu des petites choses en bas, mais on a gardé l'ossature. Alors, systémique vient de système. C'est-à-dire le système qui est aujourd'hui, c'est le système continuité de ce qui a été laissé par néocolonial, avec un héritage colonial profond dans l'organisation générale de notre société. Donc, les institutions sont calquées sur la 5e République française. Et nous avons une élite qui est au niveau de CPE, qui n'a pas les moyens d'accéder à plus de connaissances que ça, et qui est donc accompagnée par des instituteurs et par des instructeurs, au sens même de l'école et de l'armée française. Et c'est eux donc qui construisent le Cameroun d'aujourd'hui, que Paul Biya essaie de modifier, mais il n'a pas la capacité de changer la fondation. Parce que notre société n'a pas la maturité nécessaire. C'est-à-dire que nous n'avons pas construit tous les relais nous permettant de comprendre. Et c'est bien pour cela, lorsque vous voyez le président Biya fonctionner, qui est la mémoire du Cameroun, qui est le disque dur du Cameroun, vous verrez bien qu'il ne se sépare pas de certaines personnes qui peuvent lui faire les rapports, les rappels essentiels. Et ce n'est pas un hasard. Il faut bien regarder ça tactiquement. Kavaï Yégué peut lui rappeler des choses essentielles. Si vous jouez avec ces choses-là, vous vous retrouvez par terre. Et si vous voyez par exemple ce qui se passe en France, avec la rupture des petits-enfants qui sont arrivés de Macron, vous voyez que il est mal parti parce qu'il a cassé la mémoire, il a cassé le lien générationnel, intergénérationnel nécessaire. C'est pour cela que je reviens vers les jeunes. En leur disant non, il y a un faux débat sur la génération. Vous avez besoin de moi. Et il faut que je sois là. Il faut que Banda Kanis, il faut que Biya soit là. Pour que vous ne soyez pas perdus dans les enjeux futurs qui puisent leur source dans la culture politique du Cameroun. Donc, lorsque moi j'observe Nyadi Fendi, c'est également un homme de cette époque-là. Vous voyez donc qu'il y a des piliers qui sont des piliers à la limite dont le rôle est essentiel dans ce que le prof appelle la stabilité. Et la stabilité ici n'est pas un vain mot. Il ne faut jamais regarder le Cameroun avec, après avoir lu un livre ou bien après avoir regardé un mouvement aux États-Unis ou en Allemagne. Non, il faut regarder le Cameroun dans son contexte d'aujourd'hui. Le Cameroun est fragilisé par une stratégie géopolitique mondiale dont l'objectif est de multiplier les États en Afrique. Il est prévu que l'Afrique aura 100 États dans 50 ans. Et donc on a commencé le travail de fond, de rebalkanisation du continent. Et l'ONU a validé ça, il faut le dire. Et c'est validé. Donc je pense, pourquoi? Parce que les mouvements aujourd'hui, les nouvelles puissances montantes, les puissances émergentes, qui veulent bousculer les équilibres des vieilles générations de colons, ils sont obligés de reculer, mais ils ne peuvent pas perdre la main sur le continent. Il faut donc qu'on repartage. Donc on va repartir peut-être, ce ne sera pas Berlin, ce sera peut-être Cameroun, ce sera peut-être Paris, ce sera peut-être Washington 2. Donc je pense qu'il faut être très clair là-dessus. On va prendre les dernières réactions, M. Abessolo, avant de revenir à sa majesté. Avec tout le respect de ce qui a été dit et du consensus de stabilité qui est nécessaire au développement du Cameroun, ne serait-ce que pour les acquis qui ont été faits, je voudrais seulement rappeler ce qu'a dit le politologue américain Edward Luttwak,
que quand un régime dure, justement, il devient insensible et devient sa propre autodestruction parce qu'il n'est plus capable. Et comme le disait le président Gbagbo, l'histoire politique a ses parallèles et c'est perpendiculaire. Nous n'avons pas plus duré que le régime en Chine, mais ce sont des régimes qui ont su, avec toutes les pressions externes, à se renouveler à l'intérieur et ont acquis un consensus dans lequel ils renouvellent le leadership tous les 10 ans et qui a permis justement de renforcer la solidité, la stabilité et bâtir justement un avenir meilleur face à tous les conflits externes qui ont existé. Nous ne devons pas, au gré de qui ou d'une autre personne, négocier la stabilité du Cameroun. Elle est bonne pour nous tous. Ce qui est nécessaire justement, c'est de s'assurer que dans notre consensus interne du Cameroun, nous pouvons marcher ensemble avec 80% des Camerounais qui vont vers justement une route nouvelle, en éliminant bien évidemment la corruption, en éliminant le tribalisme, en réduisant les inégalités ici et là, qui ne sont manifestes que lorsque des scandales financiers sont découverts, on crie au scandale, ça nuit peut-être un régime, ça nuit peut-être un parti, mais en somme de valeur absolue, ça nuit à toute la nation camerounaise. Oui, en fait, je voulais juste, puisque nous sommes en train d'évoluer ensemble, parce que je crois que le consensus de stabilité politique se dégage ici. Il n'est pas d'accord. Hein, non, il est d'accord avec nous sur la stabilité politique. Oui. Il est d'accord avec nous sur la stabilité politique et la paix. Je voulais juste ajouter par rapport à après Banda Kani et M. Lundu, que en ce qui concerne le renouvellement de la classe politique, lorsqu'on fait un ratio, on peut se dire que depuis peut-être les années 82, quand le président accède au pouvoir, il y a déjà eu peut-être 7 élections présidentielles. Et il y a eu, si on parle des législatives, pratiquement 9 élections législatives et municipales. Et il faut le dire, à chaque fois qu'il y a élection législative, il y a un renouvellement qui s'opère. C'est un facteur essentiel de notre stabilité politique. Parce que vous allez voir, après les renouvellements qui viendront, il y aura par exemple 60% de la classe politique qui a composé le mandat législatif antérieur. Oui, il va certainement bouger. Que ce soit dans le parti que nous représentons, ou bien même, n'est-ce pas, de l'autre côté, vous allez voir que à chaque fois qu'il y a élection, il y a un renouvellement de la classe politique. Et c'est un facteur essentiel de stabilité politique. Monsieur Bandkeni. Bon, le renouvellement n'est pas un décret en politique. C'est un décret, c'est une construction consciente et maîtrisée. Mon ami Abdou-Solo, brillamment d'ailleurs tout à l'heure, avec beaucoup de pertinence, a convoqué la durée. Et c'est là où les questions de mémoire sont importantes. C'est que notre aîné nous soulignait. Question de mémoire. Pour certains, la durée, la figure majeure de la durée, c'est le président Biya. Donc, 36 ans au pouvoir, c'est toi, il doit partir. Ça devient un argument politique. Mais je voudrais rappeler que quand on parle du Cameroun, la convoquer la mémoire, c'est important. La vraie durée, ce n'est pas Paul Biya, c'est le système que nous gouverne. Et ce n'est même pas seulement avec la France, ça part depuis l'arrivée des Allemands ici. On peut aller même plus loin depuis l'esclavage, la colonisation. Le système, c'est ça qui nous tient là. Le président Biya est récent par rapport à ce système. Donc si on concentre, si on personnalise ces problèmes fondamentaux et structurels qui nous tiennent depuis bientôt, qui nous tiennent depuis au moins 600 ans, et si on est très gentil, si on parle de la colonisation depuis bientôt plus de 100, bientôt 120 ans en montant, on verra qu'on n'a pas compris. C'est pour ça que nous parlons de changement systémique, nous. Ce n'est pas l'individu qui vous intéresse. Parce que vous ne voulez pas un individu, quelles que soient tes prétentions, il va passer. Mais le système là, il a une capacité de résistance et de reproduction extraordinaire, puisqu'il dure là, il ne fait que durer, et il veut se renouveler là. Et tout à l'heure, il vous a démontré les enjeux géopolitiques qui travaillent notre pays. Pour finir avec la Chine, c'est un très bon exemple qu'il a pris. Le président qui est là aujourd'hui, on l'a fait timonier. Ça veut dire quoi? Il faut mourir au pouvoir. Parce qu'il faut qu'on réussisse le projet des routes de la soie, qui sont un enjeu majeur pour la Chine. Tout à fait. La classe politique a dit,
meurs là, tu ne fais pas 10 ans comme Oudin Tawa et les autres. Toi, tu peux mourir là. Tu es fait timonier. Et Mao est mort au pouvoir. Mao est mort au pouvoir. Donc, si on convoque les Chinois, il faut qu'on comprenne très bien les sous-bassements géopolitiques, géoculturels, qui font que la Chine soit ce qu'elle est aujourd'hui. Or, c'est ce qui nous manque, nous, dans nos pays. Nous reprenons l'autre compte les friperies politiques de l'Occident qu'on appelle démocratie, néocoloniale. On répète ça, on voit bien que ça nous met dans une impasse extraordinaire, inutilement, mais on s'enferme là-dedans et on devient les agents, conscients ou inconscients, du système qui nous tue depuis bientôt 1000 ans. J'aime beaucoup juste une petite sortie. Il a parlé de la Chine. Je voudrais également, une fois de plus, dire à M. Abessolo, c'est M. Abessolo, oui, M. Abessolo, que la question religieuse est au cœur de notre problématique. C'est un enjeu géopolitique. Et c'est un enjeu, c'est même l'enjeu essentiel. La Chine, c'est Confucius. OK? Et tout le monde part de là comme base de travail. On peut aller après où on veut, mais on a cela comme base. Regardez dans notre pays et dans notre Afrique. Nous sommes chrétiens, musulmans, nous sommes sorciers, nous sommes bogaïstes, nous n'avons pas de base culturelle. Ça fait que tout ce que nous faisons est complètement vide. Donc, il nous faut, c'est cela la question. Lorsqu'on dit de reconstruire le système, ça fait partie des éléments du système. Regardez les forces de la société traditionnelle. Vous la retrouvez où? Où retrouvez-vous les femmes, par exemple? Il faut revenir sur les modèles éprouvés. Est-ce que vous savez qu'en Afrique, on ne pouvait pas aller en guerre si l'Assemblée des femmes, en dernier ressort, n'a pas dit oui? N'a pas voté. C'était ça. Et donc, je pense que, et je suis d'accord avec l'expression consacrée, les friperies occidentales. En termes d'idéologie. Parce qu'il y a toute la friperie, il y a la brocante, on ne s'habille qu'avec ça. Bon, mais simplement, la dernière friperie, c'est cette démocratie qui ne correspond à rien et qui a embarqué tout notre pays, y compris les intellectuels les plus avisés. Je vous remercie. Nous devons être... C'était un zapping, mais finalement, nous devons être en accord d'être en désaccord. Je pense que je suis la forêt. J'aime la forêt. J'ai vu mes grands-parents cultiver le cacao et de la région dont je viens a été le poumon économique du Cameroun. Cultiver le cacao ou le café demande 3 ans à 4 ans de patience pour récolter les fruits. Ça veut dire que mon grand-père passait 3 ans, 4 années à semer des plantes. Il y avait une éthique et attendait justement que des sociétés comme la Sodecao viennent acheter le café ou le cacao ou l'ONCPB. Donc, ne me dites pas que nous avons tout perdu, mais au contraire, ces valeurs-là, comme l'a dit le président, avec tout le respect, la terre ne ment pas. Nous ne les avons pas transposées dans le management de l'administration publique aujourd'hui. Parce qu'il devient inconcevable qu'aux yeux et aux yeux de tous, que celui qui gagne 200 000, 300 000 se retrouve avec villas et maisons dont il ne peut pas justifier. C'est ça également dans l'éthique humaine et de toute société qui s'est construite. Elle s'est construite sur des valeurs propres à nous. Donc, ceux qui rejettent les valeurs fondamentales de l'agriculture, de ceux qui ont mis du temps à cultiver et qui continuent dans une grande majorité à nourrir ce pays avec le travail de leurs mains, pendant que ceux qui ont des costumes, des décrets et des bics font autre chose. C'est ça que nous appelons le système. Bonjour madame. Ce qui empêche justement, ce qui a empêché cette transmission, justement, que tu convoques avec beaucoup de pertinence, c'est quoi? Le système que nous sommes en train de dénoncer. C'est lui qui a empêché qu'il y ait cette continuité civilisationnelle. C'est vrai que je serais tenté de vous demander à quand la brisure. Et ne vous étonnez pas, votre observation est très bonne. Elle est très bonne. Maintenant, je vous dis que c'est l'héritage, même au plan bureaucratique et administratif. Le système est permissif. Il est conçu pour cela.
C'est ça le problème. Il est conçu pour favoriser les détournements, les glissements de fonds. Et c'est transpartisan. Qu'on s'entende bien. Lorsqu'on parle effectivement du Cameroun, c'est beaucoup plus subtil de parler de l'État du Cameroun. Il n'y a pas un régime qui sévit encore, n'est-ce pas, au Cameroun dans le sens néocolonial du terme, parce que les institutions qui enracinaient les racines ont des institutions qui ont été abolies ici au Cameroun. Donc, lorsqu'on parle du Cameroun, oui, je crois que lorsqu'on parle du Cameroun, on parle beaucoup plus, n'est-ce pas, d'un État démocratique. Parce qu'en réalité, le Cameroun est fondé sur quelques piliers démocratiques qui fondent les États modernes. Donc, c'est vrai que les gens ont tendance effectivement à utiliser, mais je crois que de plus en plus, il faut parler de l'État du Cameroun. Voilà. Ça, je vous le sois. Merci beaucoup de réagir uniquement par SMS. Bonsoir, madame. Sibanda Kanye, opposant, on attend qu'il se présente aux élections locales à venir. Sinon, qu'il prenne une fois sa carte du RDPC. Touré de PK14 qui nous écrit fallait-il, s'il vous plaît, n'appelez pas uniquement par SMS, c'est la règle du jeu. Fallait-il que les vieux maires soient régnés ou décédés pour que les jeunes surgissent? Ça, c'est pour parler de notre d'Haïti à Yaoundé. Yaoundé 2, Yaoundé 6, c'est insignifiant. 2 sur 360, c'est trop peu pour les mairies. Quant au Parlement, il ne faut pas rêver. Tant que M. Biya sera au pouvoir, le Parlement sera gérontocratique. On va poursuivre. Bonsoir le plateau, tout particulièrement à M. Bandakani. J'ai honte de me dire camerounais, si le peuple camerounais ne se réveille pas de son profond sommeil. La stabilité évoquée, on va commencer un peu plus haut. Oh là là, il a bavardé. Monsieur Kwimou, la tête d'une institution qui représente les collectivités territoriales décentralisées sont lisses. Le Sénat n'a pas pu propulser la décentralisation alors qu'il est à la tête d'une institution qui représente les collectivités décentralisées. La stabilité évoquée par monsieur Éloi doit profiter à qui? Le président dans la tête d'une institution qui présente des collègues. C'est compliqué, monsieur Kwimo. Vous avez dit beaucoup de choses et rien en même temps. J'ai du mal à déchiffrer. Dipanda Moueli n'est-il pas aussi... n'est-il pas aussi un rappel mémoire pour Paul Biya? Voilà. Apparemment, il faut citer tous ceux qui sont des rappels mémoire pour Paul Biya. C'est M. Njoya qui nous écrit depuis Nga Unteri. Certains sont politiques de par leur corruption, découragent la jeunesse à l'instar de Banda Kani. C'est Irénée de Village. Apparemment, Banda Kani, vous suscitez beaucoup de réactions. Voilà, tu étais une source d'inspiration, Banda Kani, mais pourquoi tu viens être comptable du bilan de ce régime scélérat, liberticide et ottoman voleur? Te rappelles-tu de la trahison de Sopo Priso dans les années 50? C'est Rosine Mokam Balian qui nous écrit cet après-midi. Bonjour, Madame Rosalie, il n'y a pas de démocratie réelle au Cameroun, car il n'y a pas d'attenants, c'est toujours les mêmes gens qui sont là et c'est regrettable. Ulrich qui nous écrit depuis leur paume. Bonsoir à vous. Ici, en tout cas, Léon Kenyé. Un ministre doit faire combien de temps dans un ministère? Comment est-ce possible qu'il parvient à voler autant d'argent sans qu'on ne s'en rende compte? Bon, on parle de Mebengo dans quelques minutes, je suppose que vous m'avez précédé. Pourquoi? Bonsoir à vous. En tout cas, c'est la même qui revient. La suite des SMS, on les lira sûrement au fur et à mesure que l'émission ira crescendo. Vous restez avec le même code d'accès pour participer massivement, je l'espère, tout au long de ce débat. Sans transition, on va poursuivre cette émission sur la sellette au terme donc d'une enquête préliminaire. Celui qui fut tour à tour directeur du cabinet civil délégué général à la Sûreté nationale, ministre de la Défense, a été finalement placé en détention provisoire à la prison centrale de Kondengui, suivi quelques jours après par son épouse. Sa Majesté, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ben, qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai envie de le demander aussi simplement. Sans doute, c'est la gestion, n'est-ce pas, des affaires dont il avait en charge. Vous avez vu combien de ministères il a traversé au passage? Effectivement, je crois qu'il faut savoir que quand on arrive à ce niveau, en ce qui concerne la justice évolue de deux phases. Il y a d'abord une première phase qui est consacrée
à l'inquisition, à la recherche d'un certain nombre d'informations. Et la deuxième phase est contradictoire. Et moi, je crois que ici, puisqu'il est déjà entré en détention provisoire, préventive, je crois qu'il est prudent d'attendre effectivement que le juge, en dernier ressort, puisse, n'est-ce pas, donner sa sentence. Sinon, c'est quand même des indices qui ont conduit, n'est-ce pas, à ce qu'il soit effectivement incarcéré au jour d'aujourd'hui. Mon Dieu. Au lieu peut-être de bénéficier de la présomption d'innocence, peut-être la présomption de culpabilité. Si j'ai bien l'impression. Mais dans tous les cas, il faut laisser, n'est-ce pas, la justice en dernier ressort. Bon, en attendant que la justice fasse son travail, nous, on peut encore admirer l'étendue de sa richesse. Mais Kabe Solo, j'ai envie de me demander comment un seul être humain peut être aussi... Comment on fait au Cameroun pour avoir autant de milliards d'un côté, pendant que de l'autre, on a des populations qui n'arrivent même pas à manger 1000 francs la journée? On fait comment pour en arriver là? Bah, écoutez, c'est très simple. Je pense que nous avons tous appris les réflexes de Pavlov. En l'absence de contrôle, l'individu peut aller dans tous les sens. Et c'est la véritable problématique au niveau de la lutte contre la corruption au Cameroun, c'est qu'il n'y a pas de contrôle préventif et il n'y a pas de contrôle dans l'exercice de ceux qui occupent des hautes fonctions. Donc, il y a nécessité donc de revoir. Pour moi, sur ce sujet, j'apporte plutôt des solutions. Les conséquences judiciaires vont poursuivre leur cours. Mais cette faiblesse, justement, d'institutionnaliser le contrôle entraîne aujourd'hui de nous démontrer qu'il y a effectivement un enrichissement illicite qui déborde. Et pour rappel, le déclenchement des faits qui sont reprochés aujourd'hui viennent d'un contrôle de routine à l'aéroport de Paris, où on constate justement qu'entre le Maroc et la France, des citoyens camerounais ont des mallettes d'argent en devises étrangères de sommes qui ne sont pas permissibles pour voyager dans un espace Schengen. C'est de là donc que partent toutes les enquêtes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ministères aussi stratégiques sont en fait des ministères de passation de gré à gré, d'absence totale de contrôle, et donc d'évasion des devises et d'enrichissement illicite. La CONAC, le contrôle supérieur de l'État et autres ne sont jamais justement entrés dans ces ministères-là pour faire des contrôles réguliers, pour faire des contrôles a priori et a posteriori, dont on ne découvre qu'après la gestion. Et c'est pourquoi à tout individu, à tout responsable nommé aujourd'hui, eux-mêmes doivent mettre un contrôle en place si l'État ne peut pas pourvoir, car ils seront privés de leur liberté, avec des conséquences aussi graves aujourd'hui. Donc, c'est la première fois pour moi de savoir qu'un responsable et son épouse se retrouvent dans un même lieu de détention. Moi, je voulais ajouter avant que vous ne passiez pas. En ce qui concerne les problèmes liés au contrôle, il faut savoir que chaque administration, chaque département ministériel a un contrôle permanent qu'on appelle le contrôle financier. Et généralement, à la fin ou au début de chaque exercice, le contrôle financier fait un certain nombre de recommandations parce que ce contrôle financier est rattaché directement au ministère, n'est-ce pas, des Finances. À côté du contrôle financier, il a évoqué tout à l'heure, il y a le contrôle supérieur de l'État qui existe et qui doit, n'est-ce pas, administrer, contrôler les grands comptes publics. À côté de ça, il y a de nouveaux organes, de nouvelles institutions. Sa Majesté, on pourrait les citer, ces institutions, donc, mais nous, on veut avoir l'efficacité. Tout à fait, tout à fait. Parce que finalement, si un gars peut avoir 40 voitures dans chaque parking... Vous allez voir, quand la CONAC dénonce, il y a beaucoup de dossiers transmis par la CONAC au TCS. Il y a beaucoup de dossiers transmis par l'Agence nationale d'investigation financière au TCS. Il y a beaucoup de dossiers transmis par le compte supérieur au TCS. Ce n'est pas le TCS qui ne fait pas son travail. Ça veut dire que chaque fois qu'un contrôle finit son travail, il le transmet à qui de droit et généralement ça doit donc continuer. Je suis sûr que lorsque vous allez au TCS, il y a beaucoup de dossiers qui sont en instance. C'est ça. Donc, et puis il faut le dire, hein, je crois qu'il faut en cela trouver que le gouvernement camerounais a quand même, en ce qui concerne la lutte contre la corruption, fait beaucoup. Parce que, oui, parce qu'en réalité,
jusqu'au jour d'aujourd'hui, je crois que si on regarde un peu, n'est-ce pas, dans la sous-région ici en Afrique, je ne pense pas qu'il y ait un autre État qui ait fait autant que le Cameroun en matière, n'est-ce pas, de lutte contre la corruption. Si oui, quel pays? Qu'est-ce qu'on a fait concrètement Voilà. dans la lutte contre la corruption? Je vous l'accorde la Oui, minute. oui. On n'a pas fait que, comme les gens pourraient le dire, on n'a pas fait que incarcérer beaucoup de personnes, même si ce sont, n'est-ce pas, des détentions préventives. Annoncez-moi de grosses sommes qui ont été récupérées. Oui, oui, il y a des sommes qui ont été récupérées. Je crois que... On a 10 milliards. Oui, c'est pratiquement dans l'ordre de 10 milliards qui ont été récupérés. Parce que la récupération a commencé depuis le temps quand M. Amadou Ali était encore ministre de la Justice. Après 2 ou 3 ans, on avait fait un peu le bilan. Et à ce moment-là, 3 milliards avaient déjà été récupérés. Et au jour d'aujourd'hui, on peut effectivement estimer, comme le dit M. Bandakani, une dizaine de milliards déjà récupérés. On ne peut pas dire que rien n'a été fait. Beaucoup de choses sont en train d'être faites. Mais je me retourne directement vers Bandakani. 10 milliards, rien que Edgar Alain Bingo, il peut nous en apporter comme ça 4 fois. Hein? Ça permet de poser le problème de la complexité de ce qu'on appelle corruption. On peut comprendre. Non, on appelle corruption chez nous. Et pour bien parler de ça, il faut se démarquer ce que j'appelle le populisme ou bien l'anti-biaïsme primaire. Et moi, tout à l'heure, M. Londou le convoquait, nous qui avons une certaine expérience politique, il y a des choses que nous ne pouvons plus faire. Oh, je peux vous comprendre, hein. Je peux aussi comprendre le commun des Camerounais qui malheureusement finissent par attribuer tout ce qu'ils ont comme malheur aujourd'hui à... Mais il ne faut pas les encourager dans ça. Il ne faut pas les encourager dans ça. Parce qu'ils ne savent pas, c'est que justement, pendant qu'ils ont l'œil focalisé sur le président Biya, les mêmes réseaux qui sont avec le président Biya aujourd'hui ont déjà maîtrisé l'après-Biya. Et se préparent à continuer l'après-Biya sans le président Biya. C'est comme moi, je ne peux plus faire l'antibiatisme primaire. Que les gens s'agitent comme ils veulent, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. C'est complexe. La nomenclature budgétaire de notre pays, et même financière, comme il a dit, implique le contrôle. Les mécanismes sont là. Mais toute nomenclature qui vise à sécuriser l'argent va rencontrer une anti-nomenclature qui va chercher à contourner la nomenclature. Et au Cameroun, nos ministres, avec leurs complices, hommes d'affaires, tout ce que vous voulez, sont devenus experts dans ces choses. Les gens distribuent l'argent à l'étranger. Ils prennent de la nationalité étrangère. Quand vous les arrêtez, ils sont quand ils volent l'argent, ils sont camerounais. Quand vous les arrêtez, ils deviennent français. Les présidents français interviennent pour eux. C'est compliqué. C'est compliqué. Vous demandez quel est le résultat concret. Il y a un résultat en matière de stabilité et de garantie de la continuité de l'État, Madame Aïssi. Il ne faut pas s'amuser avec ça. Il a démontré aujourd'hui que les grands voleurs de notre pays ont des projets politiques. Ils ont le droit de faire la politique. Mais ils ne doivent pas faire la politique en détruisant l'État. C'est ça que nous leur reprochons. C'est-à-dire qu'ils ont des projets politiques. Est-ce que vous savez que quand vous volez 2 ou 3, 5 milliards, vous mettez à l'étranger? Et que quand on enquête, on sait que ces milliards-là, vous êtes un fonctionnaire dans un pays quelconque, vous devenez automatiquement un agent de l'étranger. Est-ce que vous savez ça? Parce qu'on vous fait le chantage. C'est le b.a.-ba des services secrets. Tout le monde connaît ça. On vous dit que bon, l'argent, si on connaît d'où ça vient, donc tu vas être en sécurité, travaille pour nous. Tout le monde connaît ça. Pour renverser Saddam Hussein en Irak, les Américains ont procédé par le chantage. Tous les dirigeants irakiens qui avaient l'argent au Saddam, on les a dit, ou vous êtes avec nous, ou on prend votre argent. Ils ont commencé à abandonner Saddam Hussein un à un, quand on voulait envoyer l'Irak. Donc, c'est une affaire qui a de la complexité. Je peux comprendre que le président prenne souvent du temps pour neutraliser les grands barons qui comptent. Ça, c'est un. Autre chose, une des raisons qui explique la corruption, c'est... Vous avez vu que ça a connu un grand pic à la faveur de l'ajustement structurel. Madame ici. Il s'est passé quoi? Il s'est passé que notre pays a mal réagi. Que pouvait-il faire? Tout à l'heure, on parle d'État néocolonial. Les gens vont dire qu'on complique les choses, que vous nous rappelez l'histoire. Ils ont dit que non, l'État camerounais n'avait pas bien ça commencé là. Non, l'État néocolonial. Quand on nous impose les passes, baisse drastique des revenus des agents de l'État, 70%, l'État paie pratiquement 80%, 60%, 80% de ses revenus. L'État décide que les fonctionnaires peuvent faire des affaires. La monde a commencé là. Et du coup, les ministres sont ministres, ils sont en même temps hommes d'affaires et ils sont futurs hommes politiques. Ça veut dire, comment vous dirigez un pays? Comment on peut diriger un pays comme ça? C'est d'autant plus qu'à l'étranger, les parents vous disent que non, c'est bien, demain tu seras président. Non, on compte sur toi. À chacun, on dit le même mot. Quand tu passes à Paris, on te souffle que non, tu es présidentiel, acheter les consorts. Comment ça le faire? Ça devient ingouvernable. Les gens ont commencé à voler, accumuler des fortunes. Pas de manière... Vous savez, des gens nous ont même dit que l'argent public se retrouve dans son compte public. C'est tout l'argent public. Il ne trouve pas qu'il a volé l'argent. Ce n'est pas un détournement de l'argent. Donc c'est devenu une habitude. Donc,
Je pense que ce sont les paramètres de la corruption qu'il faut bien comprendre. À partir du moment où ça coïncide avec l'infrastructure de l'État, dans ce qu'il a d'essentiel au cœur de l'État, il faut de la sagesse pour diligenter une telle action. C'est ce que fait le président. Voilà pourquoi moi, depuis 20 ans, je n'ai pas commencé aujourd'hui, j'étais encore dans mon ancien parti, nous soutenons et je soutiens l'opération FRG. Monsieur Elundou, finalement, je suis un peu embarrassée lorsque je dois parler de cette question d'Edgar Alem Ebengo, mais est-ce qu'on ne pourrait pas considérer qu'il a été un tout petit peu sacrifié pour faire exemple toutes ces années passées à côté de ce qu'on appelle Dieu, qui est le président de la République. Réussir à toucher Edgar Alem Ebengo, c'est comme prouver que personne ne sera plus jamais au-dessus de la loi. La première chose que je voudrais vous donner comme conseil, c'est de vous départir de toute émotion. Rassurez-vous. Là, vous voulez parler je suis bien loin d'être émotif. J'ai le privilège d'être l'un des pionniers du débat politique public au Cameroun. Et j'ai travaillé dans une autre vie comme journaliste d'investigation. Bien sûr. Et j'ai travaillé de manière pointue sur les détournements de deniers publics. J'ai publié des dizaines d'articles sur la question. D'ailleurs, je suis en train de préparer un livre pour la mémoire. Bon, parce que c'est très important. Je vous comprends. Il y a la famine, il y a le chômage. C'est normal que les enfants soient en panique et qu'ils trouvent un bouc émissaire. Surtout quand on entend les sommes faramineuses trouvées dans les manettes. Jusqu'à présent, personne ne nous a dit combien il a détourné. Il faut qu'on nous le dise. Oui, voilà. N'est-ce pas? On imagine que quand on voit 40 véhicules, vous ne savez pas qu'un concessionnaire peut les lui donner pour avoir les marchés? Vous ne savez pas ça? Sérieux? Mais bien sûr, vous ne savez pas que tous les costumes qu'il a là, parce qu'il passe par la présidence de la République comme DCC. C'est lui qui achète les costumes du président. Qu'est-ce qui empêche que les gens lui donnent des costumes? Nous sommes dans un système conçu. Mais c'est une forme de corruption. Dans la corruption. Je vous parle clairement. Je ne suis pas en train de défendre. Hein. Attention. Même si je voudrais simplement que les choses soient très claires dans les esprits. Que vous avez parlé de pauvreté. Alassane Ouattara a réussi à lever 30 000 milliards pour 4 ans. 2016-2020. Je ne me trompe pas. C'est 30 000 milliards. Mais aujourd'hui, lorsque on vous donne les chiffres, lorsqu'il prend les affaires, il est à 51% la pauvreté. La pauvreté en Côte d'Ivoire. Après tout ce temps, après les croissances pratiquement hypercorruption à 2 chiffres, ce sont les rapports de l'Union européenne. Nous sommes encore à 46%. Il n'y a eu que 5% d'Ivoiriens qui sont passés de la pauvreté à une relative vie moyenne. Donc, vous comprenez que si je vous donne tous ces chiffres, c'est pour vous dire, évitons dans nos pays là de mettre en relation le fait que les gens aient détourné l'argent et le niveau de pauvreté. C'est très important et c'est technique. Ça veut dire que, en réalité, le fondement de notre administration, de notre fonctionnement, dès le départ, c'est pour ça que je voudrais dire aux profs que non, la question néocoloniale et postcoloniale est restée dans l'essentiel. L'argent est le nerf de la guerre. Quand les Européens et les colons s'en vont, ils laissent des gens. Et la seule chose qu'ils ne peuvent pas nous laisser, c'est nous gérer nos richesses. D'où le franc CFA. Allez en Inde, vous ne pouvez pas faire sortir 100 roupies de l'Inde. Vous ne pouvez pas. Mais au Cameroun, comment on fait pour déplacer 1, 2, 3 milliards vers l'étranger? Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut aller chercher, c'est pour ça que je vous ai dit, la question d'Alem Ebengo, je croyais que vous m'ameniez vers la même question, mais vous avez commencé en disant, effectivement, M. Ebengo doit nous amener, il n'est pas le seul, avant l'opération Épervier. Est-ce que vous savez qu'il y a eu en prison un certain Boumi, qui était directeur général d'assurance mutuelle à l'époque? Vous avez entendu parler du FODIC? Il était en prison. Vous avez entendu parler de M. Ngoumou. Vous avez entendu parler de la Loterie nationale. Vous avez entendu parler de M. Godoué. Vous avez entendu parler de Nkolo Fanga. Il y a eu au Cameroun, ce n'est pas la première fois que les gens sont arrêtés
pour détournement, pour une délicatesse. La vérité, c'est ça, c'est que lorsque nous parlons du modèle institutionnel et politique, il comporte plusieurs différences. La première, c'est que il y a un acteur principal que tout le monde regarde. Mais bien ne signe aucun marché au Cameroun. Mais comme le modèle est conçu, et c'est un modèle hyper centralisé, l'acteur principal, c'est M. Biya. Et vous verrez, quelqu'un va inaugurer un ponceau en Gomézia ou à Ida Bato, il vous parle de Biya là-bas. Il vous dit, le président, l'émergence, vive le président Biya. Donc, je reviens en conclusion pour dire, repartons vers la réflexion de base. Lorsque vous avez 10 enfants, si tous vos enfants volent, ok, en Afrique, on s'interroge sur l'environnement dans lequel ils vivent. Mais Bengola, il y a d'autres, je peux vous dire, je n'ai pas envie de citer pour ne pas me retrouver à devoir prouver des choses, mais dans le travail que nous avons effectué dans le fond, la complicité internationale, il faut la démonter. En 2007, la loi des finances 2007, qui élimine les comptables matières, est initiée par les bailleurs de fonds. Écoutez, les comptables matières qui sont les comptables matières qui sont les gardiens de la fortune. On s'éloigne. Les gardiens de la fortune publique. On ne s'éloigne pas. Madame, très loin. Nous nous éloignons. Vous tenez à ceux qui vous parlent de Bengo. Oui, c'est le principe. Alors, il est sur la sellette. Monsieur Meka, vous avez la parole. Je voudrais, pour avoir été chargé de mission de la Cour des comptes de France aux Nations Unies, et partager cette expérience sur le contrôle et l'audit, c'est d'abord une décision politique de lutter contre la corruption. Elle est faite au Cameroun. Mais les méthodes et les mécanismes, justement, ne suivent pas. On a l'exemple de la Direction générale des impôts qui, depuis 2 ans, a dématérialisé le paiement des vignettes auprès des compagnies d'assurance. Rendez-vous compte qu'en moins de 6 mois, les impôts collectaient déjà 9 milliards. Alors qu'avant, avec les vignettes et le paiement de ces vignettes auprès des receveurs municipaux, des agents du Trésor, etc., l'État collectait 4 milliards. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas le parc automobile qui subitement augmentait, c'est qu'il y avait des détournements à l'intérieur. Le ministre des Finances, le ministre Botazé est arrivé, il a découvert un poteau rose, on a enlevé tous les soldes fictifs et on a informatisé. Donc il y a des méthodes justement pour, lorsqu'on étudie la chaîne de la dépense et lorsqu'on a des répétitions de détournement dans le même système, avec les mêmes méthodes de surfacturation de marché, c'est à ce moment où on dit stop. C'est un mécanisme technique au-delà de tout ce qui est politique. Et nous sommes même gentils pour ceux qui volent, parce qu'en Chine, on vous fusille, on vous coupe le bras, on vous fusille, on vend vos biens aux enchères et vous êtes dépossédés de tout. Les solutions qui sont proposées, qui doivent être mises sur la table, c'est de revoir justement dans la chaîne de dépenses publiques. C'est quand même l'État, avec l'argent des contribuables, qui dépense le plus au Cameroun. 3 475 milliards dans le budget 2019 prévu à être dépensé. Si 500 milliards doivent aller dans des poches autres que les circuits et le bien-être des Camerounais, arrêtons de pointer le doigt simplement sur les autres, mais regardons nous-mêmes. Ce n'est pas les Occidentaux ou des complots étrangers qui entrent dans nos maisons pour éduquer nos enfants. Je ferme ma porte chaque soir, je veille à ce que mes enfants dorment, à ce qu'ils aient aucun étranger n'entre dans ma maison. Et c'est possible de le faire. C'est possible si on ordonne à ce que les rapports d'audit soient rendus publics avant même la transmission à qui que ce soit, et que les preuves soient portées. On ne peut pas avoir le contrôle de discipline budgétaire et financière de l'État qui existe depuis 1957, les lois sur la faute de gestion de 72 et 74, et on les ressuscite au bon vouloir d'une personne ou d'un visage ou d'un moment donné. Non. Toute personne qui pratique la corruption, bien sûr, a besoin d'un corrupteur. Il faut également poursuivre les corrupteurs, parce que celui qui
la surfacturation dont on parle de surfacturation de 4,5 milliards, la société qui vend ses armes doit également être poursuivie par l'État du Cameroun, car c'est un manque à gagner qu'elles ont constitué à l'État. Réviser les systèmes, donner à tous les auditeurs dans les entreprises. Malheureusement, lorsque le contrôle financier existe et lorsqu'il fait des rapports de gestion envers ou contre ou par rapport à celui qui dirige justement un ministère ou l'ordonnateur, mais il commence à vivre l'enfer et personne ne vient à son secours. Mais comme il y a une loi, avant que nous ne soyons nés, qui existe cette loi de la justice, elle finit heureusement par rattraper certains, mais c'est un problème. Lorsqu'on a renforcé le contrôle douanier, la douane subitement s'est mise à encaisser. C'est une question technique. Laissez les autres au conflit entre M. Balakani et nous autres ici. Si on est d'accord sur un objectif et des méthodes pour les atteindre aujourd'hui, ensemble nous pouvons réussir. Je ne pense pas que quelqu'un d'autre viendra en matière aujourd'hui de notre gestion. Je le dis également pour les constructions de routes. Comment voulez-vous que des chantiers de travaux d'infrastructure commencent à 7 h du matin et s'arrêtent à 15 h en saison sèche? Ce n'est pas normal. Travaillons 24 heures sur 24, comme beaucoup d'autres pays, pour accélérer justement les infrastructures. C'est une décision que nous pouvons prendre aujourd'hui. Le bataillon d'intervention rapide qui existe au sein de l'armée doit également être un bataillon d'intervention rapide économique qui doit se faire et qui n'a pas besoin que le FMI, moi qui ai travaillé à la Banque mondiale et à la BAD, lorsque l'argent y est décaissé, c'est à nous de l'utiliser, de le mettre en œuvre. N'attendons pas que la caisse autonome nous dise que 2500 milliards empruntés sont non décaissés, parce que entre les sociétés camerounaises et des agents publics, on n'a pas décidé de combien on doit obtenir. Et à la somme de tout ça, à la fin, c'est l'érosion de la confiance que le public a envers ceux qui nous administrent. C'est l'érosion de cette confiance qui peut conduire justement à l'augmentation des prix, au désordre de ceci ou de cela. Autant que je souffre pour le bailleur qui peut marceler pour le loyer, un fonctionnaire est dans le même cas, un agent de police est dans le même cas aujourd'hui. Nous pouvons mieux faire. Voilà. Monsieur Bandakeni. Oui, je pense que je voudrais saluer la pertinence des propos de mon ami Abesolo, qui convoque les possibilités techniques de lutte contre la corruption. Pour éviter des situations mais ce que je vais dire, je vais nuancer profondément ce qu'il vient de dire, parce que ça, c'est une vision de la corruption qui est Banque mondiale, FMI. Nous savons ce que ça veut dire. L'ennemi, c'est l'État. L'ennemi, c'est la dépense publique. L'ennemi, c'est les fonctionnaires qui sont dangereux et méchants. Ça, c'est ce que le FMI dit en matière d'économie et en matière de bonne gouvernance. Je n'aime pas beaucoup ce mot, mais je l'emploie faute de mieux. Or, les enjeux sont aussi ailleurs. D'abord, la dématérialisation des procédures est une bonne chose. Vous savez que ça a beaucoup de limites, parce que ceux qui les mettent en œuvre peuvent truquer ces mécanismes-là eux-mêmes. Ça peut permettre, à un moment donné, de limiter, certes, les gens qui volent, mais de laisser un noyau dur de voleurs qui maîtrisent la machine. Donc, ça existe, on connaît ça. Les solutions techniques que la Banque mondiale FMI nous impose, c'est ça. C'était valable. Les pays occidentaux ne seraient pas plus corrompus que nos pays. Parce que les gens savent faire ça. La corruption qui est au Cameroun, c'est une goutte d'eau par rapport à ce qu'il y a aux États-Unis. Avec tous ces mécanismes-là, en France, partout. Donc, vous voyez, je prends l'actuel président de la Commission européenne, Claude Juncker. Il était ancien Premier ministre du Luxembourg. Il était au cœur d'un scandale qui allait à près de 500 milliards d'euros de blanchiment d'argent. Par son pays, le Luxembourg. Il est président de l'Union européenne. Après le scandale, il est président de l'Union européenne, il est encore président de l'Union européenne. Donc, pour dire quoi? Pour dire que le vrai débat de mon point de vue, il est même le questionnement de nos choix économiques. La corruption est au cœur du capitalisme. Lorsque nous tous, et il me semble que c'est le seul endroit où tous les Camerounais sont d'accord avec Paul Biya, le libéralisme économique, le capitalisme, ils sont d'accord tous avec ça. Mais ils ne savent pas ce que ça génère en termes de désorganisation de la vie sociale, en termes de construction et de bonification des inégalités sociales d'une façon extraordinaire.
Et c'est ça qu'on va nous imposer, nous, des pays jeunes qui débutent encore, qui sont des nains dans ce qu'on appelle... On fait donc quoi? On reste dans notre système et que des Harlem et Bengor remplissent les caisses pendant que nous autres marchent à pied? Non, c'est que même quand on les arrête, on dit que c'est à tête chercheuse. On dit qu'on a trop tardé. On dit que c'est compliqué, on dit que... Je suis d'accord avec ce qu'il a dit, que les solutions techniques là, il faut les mettre en œuvre. Il faut qu'on maîtrise nos chaînes de dépenses. Je suis d'accord avec ça. Mais je dis que ça ne suffira pas. Si on ne touche pas cette affaire, le cœur de nos choix économiques en général, à savoir le système capitaliste que nous avons embrassé, il faut dire ça aux Camerounais, c'est un système qui génère la corruption de façon intrinsèque, qui consacre les inégalités sociales, qui creuse le fossé entre les riches et les pauvres de manière drastique et qui encourage la corruption. Je voulais terminer parlant du FMI de la Banque mondiale. Madame Aïssi, il y a plusieurs scandales qu'il y a eu de corruption au sein de la Banque mondiale et du FMI. Nous avons un Camerounais qu'on appelle Jean Yambal qui a porté plainte au FMI. Il travaillait là-bas pour corruption dans ses relations, par exemple, avec le Cameroun. Il a porté plainte. L'affaire n'est pas encore terminée. Il y a eu au Sénégal un même scandale pareil, où les gens du FMI et la Banque mondiale étaient dans la corruption à un niveau extraordinaire. Ça a créé un scandale terrible. Ce n'est pas le seul cas. Donc, je ne voudrais pas ici qu'on, une fois de plus, un sujet sérieux comme celui-là devient un fonds de commerce de l'antibiaïsme primaire ambiant. D'accord. Sa Majesté. Oui. Oui, ce que je voulais dire, c'est que le mouvement de libéralisation de la vie économique nous a été imposé par des contingences nationales et internationales. Vous vous souvenez, dans les années 87, 90. J'ai souvent tendance à dire souvent, je ne me souviens jamais de rien quand je m'installe. Oui, lorsque le président Paul Biya a opté pour la démocratisation, lorsqu'il a donné l'offre démocratique, l'offre de la libéralisation économique s'est imposée à lui. Pourquoi? Parce que sur le plan international, M. Bandakani était en train de le dire, le Cameroun venait d'entrer dans une sorte de marasme économique. Les banques avaient fait faillite, les prix de matières premières avaient drastiquement baissé, c'était véritablement la banqueroute. Et le Cameroun était obligé effectivement de faire de changer, n'est-ce pas, d'économie. C'est pour cela que dès les années 90... le capitalisme. Oui, c'est pour cela que dès les années 90, il y a eu ici au Cameroun, parce que tout part de là, un grand mouvement de la déréglementation de l'économie camerounaise, c'est-à-dire de la libéralisation totale de l'économie. Ça s'est imposé à nous. Pourquoi? Parce qu'on avait des problèmes sur le plan interne et sur le plan international, il fallait restructurer notre économie. Le FMI et la Banque mondiale nous ont fait un certain nombre de propositions que nous sommes obligés d'adopter. Donc dès lors que nous sommes entrés dans la libéralisation de notre vie économique, l'économie libérale et néolibérale a ceci de particulier que ça peut engendrer, comme M. Bandakani le disait, ça peut engendrer des inégalités. Parce des que, hommes super riches d'un côté et d'autres super pauvres. Effectivement, parce que ça dépend. Lorsque le capital devient pratiquement, n'est-ce pas, le principe directeur de notre économie, il est effectivement difficile de ne pas, n'est-ce pas, voir des inégalités. Des situations comme exactement. Alors, je voudrais finir, si vous permettez, je ne sais pas, depuis ma dernière tour de parole. Non, rassurez-vous, je ne fais jamais de tout. C'est vous qui ne prêtez pas attention. Je croyais que vous sortiez du coq à l'âne en fonction de ce que du sujet, ça va. Non, c'est pas un tac-tac. Elle nous connaît plus que nous-mêmes. Ce qui n'a pas marché, c'est l'inertie du régime. M. Biya ne gère pas le Cameroun, mais uniquement son pouvoir. M. Aïdi prenait au sérieux le contrôle des finances publiques, en amont comme en aval, qui a-t-il de plus important que les finances? Bonsoir. Est-ce que Bandakani peut citer le test qui autorisait les fonctionnaires à faire des affaires en période d'ajustement? C'est M. Cuimo. Non, c'est le texte de 90 sur la liberté d'entreprise et de commerce. C'est ça qui permet à chaque citoyen camerounais d'entreprendre n'importe quelle activité économique, d'entreprendre n'importe quelle entreprise.
En réalité... Non, non, c'était juste pour répondre en 30 secondes de Sa Majesté. On doit gérer, sinon on ne va pas arriver. C'est intéressant, on pourrait y passer. Justement, c'est un peu amusant, comme le dit ce téléspectateur, cette affaire Mbengo. Lui qui a initié l'opération épervier se retrouve éperviable et doit être sévèrement puni pendant que les Camerounais souffrent. Il massacre l'agent des pauvres Camerounais. Il doit pourrir à Kondengui. C'est Ulrich Alokpom qui écrit « Bonne suite d'émission à vous ». Bonsoir le plateau. Voilà. Bonsoir le plateau. Dites à Sa Majesté que le contrôle financier n'est pas là pour faire des enquêtes auprès des gestionnaires, mais de s'assurer du respect de certaines procédures financières. Pour ma part, le problème de corruption dans notre pays est une conséquence de la rémunération insultante des agents de l'État, mais également de notre système qui promeut l'impunité désirée des Mombo. On va avancer dans ce sujet en 30 secondes, vous vouliez dire? Je voulais dire, mon attitude est une attitude de chercheur. Parce qu'il faut faire attention. Tout ce que M. Aboselo dit, ce sont des propositions que je valide. Moi, je n'ai rien contre ça. Parce que pour moi, quand je viens sur un plateau, quand nous sommes là, nous avons une mission pédagogique et instructive. Pourquoi se retrouve-t-on avec quelqu'un qui a la possibilité d'avoir autant d'argent? D'où cela est-il venu? Pourquoi cela n'existait-il pas avant? À l'époque d'Aïdjo, aucun ministre ne signait plus de 5 millions. La cellule qui validait les marchés était à la présidence de la République. Et M. Daniel Kamge, ministre des marchés publics à l'époque, était chargé tous les jours d'envoyer les marchés à la présidence. Un ministre ne signait pas plus de 5. Aujourd'hui, il y a même eu une époque où le ministre signait de gré à gré de 49 millions. Il faut donc savoir que lorsque nous rentrons dans la spirale pris en charge par les bailleurs de fonds internationaux, on nous impose ce qu'on a appelé les conditionnalités. C'est ces conditionnalités-là, quand vous les avez remplies, qu'on vous donnait un peu d'argent pour que vous puissiez continuer à faire vivre vos populations. Et nous sommes donc sous le fait du chantage des usuriers, des grands usuriers internationaux. C'est de ça qu'il s'agit, qui imposent donc des règles. Et tout à l'heure, je vous évoquais la loi de finances de 2007, qui sont donc le glas d'un contrôle des fonds et des caisses de l'État. 2007 élimine la comptabilité matière. Les comptes de l'État à la fin 2007 n'ont pas été arrêtés. Tous les stocks de l'époque, parce qu'on n'a même pas les chiffres, les magasins de l'État ont été vidés. Et on avait donc les comptables matières formés à grands frais qui marchaient dans les quartiers. Et on a autorisé aux ordonnateurs de crédit de recruter leurs petits comptables, d'être eux-mêmes juges et parties. Voilà la réalité. Et à partir de là, vous ouvrez la porte à toutes sortes de choses, monsieur. Et c'était une exigence des bailleurs de fonds. J'y ai participé personnellement à la défense de cette loi. Nous sommes allés jusqu'en Vomaka avec un mémo, parce que c'est pour le Premier ministre à l'époque qui avait signé lui-même l'arrivée et la constitution du corps des comptables matières. C'est pour dire, à partir de ce moment, cette période, si vous observez bien, la plupart des gestionnaires de cette période-là, si on va chercher, sont tous dans la nasse. Tous dans la nasse. Et pour finir, moi je pense que l'opération épervier est une bonne opération. Parce que moi, nous avons appelé une opération d'assainissement qui n'avait pas le nom épervier pendant des années. Nous avons traité le président Biya de tous les noms d'oiseaux de malheur. Il est laxiste et effectivement à cette époque, nous on voyait déjà se faire les choses. On posait les questions, Koweït City montait, Santa Barbara montait, à Douala c'était, je ne sais pas quoi, Denver, et tout ça. On disait, mais d'où vient-il que des fonctionnaires, il y a 200 ou 300 000 francs par mois, se retrouvent avec des villas de 100, 200 millions. Il y a très longtemps, madame, ici. Mais aujourd'hui, donc, quand la phase du bâton arrive, je pense qu'il faut prendre sur eux le fait justement que le président de la République prenne Mbengo. C'est un signal fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un tsunami qui peut se mettre en place dans le pays. Et je crois que personne n'est plus en sécurité. Et si vous observez la méthode Biya est une méthode lente.
mais extrêmement violente. Vous en arrivez à ce que j'étais en train de dire. Que... Est-ce que le fait d'avoir frappé Edgar Alain Mbengo, justement, ne sifflait pas la fin de la récréation pour parler de sa proximité très visible avec le président de la République? Je frappe mon enfant, ça veut dire que plus personne ne va échapper. Et si on vous écoute, il y a encore une grosse série de personnes qui arrivent à l'arrière après Edgar Alain Mbengo. Il faut souhaiter ça, Madame Aïssi, il faut souhaiter ça. C'est pour ça que c'est-à-dire que nous soutenons cette opération. Je l'ai dit sur certains plateaux, j'ai eu l'occasion que l'opération PV, tel qu'il est conçu, ne peut pas démanteler la corruption au Cameroun. Ça, c'est sûr. C'est clair, on sait ça, parce que c'est structurel le problème. Mais il faut déjà lutter contre la corruption. Il faut lutter contre ça. Et cette lutte a une dimension politique qui est intéressante, c'est qu'elle contribue à la stabilité de l'État et à garantir sa continuité. Vous avez dit que ceux qui volent ont des projets politiques, ils ont des alliances à l'étranger. C'est pas la blague. Ils ont les moyens de la déstabilisation. Et quand vous regardez tout à l'heure, quelqu'un parlait de la Côte d'Ivoire ici. Mais il s'est passé quoi en Côte d'Ivoire? Les me le font en Côte d'Ivoire. C'est les gens, c'est ce type de personnage. Je ne vais pas citer, par exemple, il est président, il ne peut pas écrire un incident diplomatique. Ce sont ce genre de personnages. Ça s'est passé exactement comme ça. Pourquoi nous soutenons l'opération publique? Quelqu'un tout à l'heure a parlé de la rivalisation des agents publics. En même temps, c'est vrai, en même temps, c'est pas vrai. Certaines catégories d'argent, on peut être d'accord que la revalorisation pose un problème. Mais les hauts fonctionnaires n'ont pas un problème de revalorisation. Si les salaires directs sont peut-être faits, parlons comme ça, comparativement à d'autres pays, ils ont tellement de primes et d'avantages qui font que... Ne parlez même pas de ça, c'est une provocation. C'est-à-dire qu'ils ont tellement d'avantages qu'on ne comprend pas comment quelqu'un, en plus de cet avantage, se permet de voler. C'est ça le problème. Et à la fin, il faut que nous préparons la mutation de notre État. C'est-à-dire, cet État doit muter tel qu'il est là actuellement et tel qu'il a été structuré et conçu. Et il y a des... C'est comme si vous demandez à quelqu'un ce qu'il va vous donner. Si vous demandez, madame Aïssi, 300 milliards, là, je ne vous aime pas. Non, je ne vous aime pas. Donc, l'État camerounais tel qu'il est structuré là, il y a des choses qu'il ne peut pas nous donner, qu'il ne peut pas faire. Il faut préparer la mutation de notre État dans un contexte de défis globaux qui exige que les hommes politiques ne pas faire le temps à réciter certaines recettes connues ailleurs, mais produisent un projet de transformation de notre société, de notre État. Bonsoir à vous, expert. Je me demande pourquoi on tourne autour. Hein. Il a détourné 3 000 milliards. Il n'y a rien à faire, même pas un procès. C'est bon. C'est un téléspectateur qui écrit. Je ne fais que lire. Rassurez-vous. C'est pour ça que je vous ai dit la émission d'information et de l'éducation. C'est la suite, par contre, qu'il faut rectifier tout de suite. Son épouse en a brûlé une bonne quantité, donc enfreint la loi. C'est une démagogie. Cette démagogie m'étonne. Vous parlez comme s'il devait avoir un long procès. Il n'y a aucun long procès à faire. C'est Béchi depuis PK14. Déjà, cette vidéo sur sa femme qui brûlait de l'argent, hein, c'est un fake news. Je tenais déjà à le préciser. Donc, on ne va pas encourager ce mensonge. Bon, maintenant, le montant, vous savez, tous les Camerounais sont libres de spéculer. Nous attendons le montant. Au point où on en est, avec ce qu'on a pu voir, ça inquiète. Nous attendons le montant. Sur les détournements de deniers publics, lorsque c'est avéré, je propose qu'une loi ordonnant de fusiller les coupables à la place publique soit instituée pour que ça serve d'investissement aux autres. Christian qui nous écrit depuis Barré dans le Mungo. Le panel sur les détournements, voilà, je pense qu'il insistait encore. Bonsoir madame, très bonne émission ce soir avec ce super panel, un vrai régal. Dommage que l'émission ne dure que 2 heures, on n'en est pas encore à la fin. Merci de nous rappeler la date de la rediffusion, c'est dimanche à 18 h, monsieur Donat. Il mérite la mort par rapport à tout ce qu'il a fait de mal. Soyez gentil, c'est un être humain. Une équipe qui ne gagne pas, que doit-on faire? Monsieur l'entraîneur fait comment? Jojo depuis EDA. Ça veut dire que si le RDPC ne gagne pas, on fait comment? Non, mais le RDPC gagne. On les vire? Le RDPC gagne, continue à gagner et nous allons continuer dans cette voie de lutte contre, n'est-ce pas, les détournements et la corruption. Voilà, je pense qu'on va prendre une transition. On peut dire une petite chose. Non. Juste une petite chose, juste 2 secondes. Bon, vraiment 2 secondes. Oui, il faut la céder. Oui, il faut aller céder. Oui, il faut la céder. En 2 secondes. Oui, et c'est important, très important, que les Camerounais s'intéressent à leur pays. Parce que j'ai l'impression, quand j'écoute les Camerounais, qu'ils ne s'intéressent pas au Cameroun. C'est un pays de Paul Biya. Ils écoutent des choses et puis ils viennent appliquer ça dans leur pays. Suivez le Cameroun. Madame, vous voyez que quand quelqu'un parle de 3 000 milliards, il faut lui expliquer que 3 000 milliards,
faut prendre cette maison, remplir des chambres comme ça, peut-être, je ne sais pas combien. C'est la moitié de notre budget. Et que c'est même le budget du Cameroun en réalité, lorsqu'il est réalisé dans la réalité. Donc je Mais je vous pose une question en passant. Oui. Vous pensez qu'en combien d'années, en combien de passages de ministères et en combien de postes ministériels, vous trouvez que 3 000 milliards, c'est pas possible? Ce n'est pas possible. Voilà. C'est bon. Ce n'est pas possible. 3 000 milliards, ce n'est pas possible. Donc, si vous dites que c'est pas possible, Non, ça non, c'est répond. pas possible. On va Non, avancer. ce n'est pas possible. Transition et on va parler de sécurité au Cameroun. Rien comme le procédé pour voler. Il ne faut pas arriver à ce niveau. On parle de sécurité, il faut dire que les deux sujets vont radicalement se chevaucher avec la question de diplomatie. Donc on pourra comprendre, vu le temps qui court radicalement et les sujets qui sont aussi importants et intéressants les uns que les autres, qu'on est à un moment donné à faire chevaucher les deux sujets. Défense et sécurité chez le Cameroun reste donc vigilant. C'est l'essentiel qu'on va retenir de la première réunion de sécurité du Cameroun pour 2019 tenue à Yaoundé il y a quelques heures seulement. Il faut dire qu'on a eu l'occasion d'avoir toutes les têtes pensantes en termes de sécurité au Cameroun, du MINAT en passant par le MINDEF, le DGSN, tout le monde a réussi à se convaincre au moins de quelque chose, c'est qu'il fallait ramener la sécurité au Cameroun. Monsieur Bandakani, est-ce que voir une telle réunion avec une telle mobilisation, c'est pas aussi une manière de reconnaître finalement l'urgence sécuritaire qu'il y a au Cameroun? Non. Parce que jusqu'à récemment encore, le MINAT a fait des sorties où il disait c'est bon. Le MINDEF, il a dit c'est bon. Mais là, ils sont tous ensemble et ils réussissent à évoquer toutes les zones en ligne rouge au Cameroun. Est-ce que ce n'est pas une manière de reconnaître quand même finalement qu'il y a une urgence sécuritaire au Cameroun? Non, on est en guerre, le président l'a dit. Ça suffit. Nous sommes en guerre. Faut pas... On est en guerre. Depuis Boko Haram, on est en guerre. Et ça n'a pas changé. Si Boko Haram a été contraint à une dimension résiduelle, il continue à être une menace sérieuse pour le pays. Et maintenant, il y a la crise dans les Nozo, du nord-ouest, sud-ouest. C'est la guerre. Donc, il ne faut pas faire comme si... Notre pays est dans une situation, quelqu'un l'a dit avant moi, extrêmement délicate. Moi, mon problème, c'est de savoir si tous les Camerounais comprennent les enjeux de cette insécurité. S'ils comprennent les enjeux. Et c'est là où, de mon point de vue, il y a un déficit de sincérité et de sérieux qui provient des acteurs publics et des hommes politiques de notre pays. On n'explique pas aux Camerounais quel est le problème qui les arrive, quel est le problème qui leur arrive. On nous fait croire que tout ça arrive parce que le pays est quelqu'un a duré au pouvoir depuis 36 ans. Et qu'il est un démon, il n'aime pas le Cameroun. C'est faux. Ce que je dis là va faire mal aux gens. On n'aime pas ça. Mais moi, je suis un blindé, je suis grillé comme ça. Non, c'est clair. Parce que tout à l'heure, monsieur Loundou vous a expliqué les paramètres géopolitiques qui gouvernent le monde actuellement. Il vous a dit qu'il y a un projet d'augmenter les États en Afrique. Et moi, je dis que ce projet a été validé à l'ONU. L'ONU a validé ça. Le Soudan. L'ONU a validé ça. Ce n'est pas une affaire qu'un président est bon ou méchant, c'est que non, on veut recoloniser le continent africain. On veut nous recoloniser. Et si on veut recoloniser, ça veut dire quoi? C'est que ceux qui ont mis ce système en place hier avouent qu'ils ne contrôlent plus ça. C'est pour ça qu'ils veulent recoloniser. Donc du coup, les présidents qui sont là, pour certains, quand ils mettent au pouvoir, ils deviennent même dangereux pour le système-là, qui tient justement à les renverser. Parce qu'ils connaissent tellement le système international et mondial, ils connaissent les manœuvres souterraines que vraiment, ils deviennent dangereux pour le système. Alors on invente une démocratie néocoloniale et les gens font les guerres civiles pour ça. Le Cameroun est un pays qui est convoité terriblement sur le plan géopolitique. Les Américains ont ce qu'ils appellent le golfe de Guinée. C'est-à-dire que c'est toute cette vaste région qui prend l'Afrique de l'Ouest avec l'Afrique centrale, qui peut même déboucher jusqu'à, comment on appelle ça, à la Corne de l'Afrique. Oui, juste tout à fait. C'est la zone stratégique géopolitique prioritaire pour les Américains aujourd'hui. Et quel est le pays qui est à la porte d'entrée? C'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Et il est dans le collimateur. Je ne sais pas, tout à l'heure on va parler de quelqu'un qui arrive. Et il est dans le collimateur. Et on met en place des mécanismes pour rendre notre pays un pour créer la guerre. Boko Haram, on sauve celui qui était derrière. Le président, il est chef de l'État, il ne peut pas dire certaines choses parce qu'il est garant des partenariats. Mais nous, on peut dire. Donc moi, j'ai passé le temps à dénoncer sur le plateau un pays qui était derrière Boko Haram. Peut-être dans votre média, ce n'est pas de CSI, peut-être ça va vous causer des problèmes. Enfin, n'est pas cité ailleurs, j'aurais cité.
Bon, c'est vous qui citez, c'est Bon, ça voilà. que vous... Alors, la France, un pays comme la France, on a été impliqué à fond derrière Boko Haram. Pourquoi la France fait ça alors qu'on est un pays ami, nous sommes les partenaires? Pourquoi elle fait ça? Allez comprendre. Aujourd'hui, on est en train de voir avec la crise anglophone qui est derrière. Il faut encore faire un débat. Tous ces gens-là qui animent cette affaire-là habitent aux États-Unis. Ils sont là. C'est une explication diplomatique et tout, et tout, et tout. Donc, cette insécurité est liée au reclassement géopolitique qui traverse le monde et qui oublie les Occidentaux avec la montée de la Chine et le retour puissant de l'URSS. Je voudrais rappeler que l'URSS a dévancé les États-Unis en matière militaire aujourd'hui. C'est fini, dévancé, sérieusement. Et la Chine a rattrapé les Américains sur le plan économique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les Occidentaux, les Américains, vont remettre en scène les vieilles recettes qu'ils ont eu à utiliser du 15e jusqu'au 19e siècle pour maintenir leur hégémonie. Et quand on dit 15e, 19e siècle, quel est le continent qui est le marchepied? C'est l'Afrique. D'accord. On parle du nord-ouest et du sud-ouest, hein, jusqu'à présent secoué par des violentes convulsions d'attaques sécuritaires. Oui, Même si aujourd'hui les États-Unis critiquent le secret entourant justement les actions menées contre les militaires, qu'ils accusent de beaucoup d'entorses dans cette partie du Cameroun. Oui, les attaques ont tendance à beaucoup plus diminuer à cause ou grâce au professionnalisme de l'armée camerounaise et, n'est-ce pas, au dynamisme de l'armée camerounaise. Mais il faut que les gens sachent une chose, c'est que si le Cameroun est né en 1960, les fondements de l'État du Cameroun commencent dès 1882. En 1882, quand les Allemands sont arrivés ici, ils ont pu signer un traité de protectorat. Les chefs d'État ont pu signer un traité de protectorat avec les Allemands le 12 juillet 1884, ici à Douala. Ils n'ont pas respecté. Voilà. Oui, le 12 juillet. Mais 2 jours plus tard, c'est-à-dire le 14 juillet 1884, la guerre s'est déclenchée à l'intérieur du Cameroun, contre l'occupant allemand. 2 jours plus tard. Pourquoi? Parce que tous les Camerounais, parce que les Allemands ont trouvé que le Cameroun était une juxtaposition de petits États. Et tous les Camerounais à l'intérieur, à l'Interland, ont compris qu'il y avait eu un occupant qui s'était installé et il fallait combattre et sortir l'occupant. Ils sont réunis. Oui, ils se sont réunis. Donc depuis la nuit des temps, parce qu'il faut qu'on le sache, depuis la nuit des temps, les Camerounais savent qu'ils appartiennent à une même géographie, ils sont de la même sociologie. Parce qu'en réalité, que ce soit dans le nord-ouest ou le sud-ouest, il y a beaucoup de rapports avec ceux qui sont ici dans le littoral ou ceux qui sont dans l'ouest. En 1961, parce que tout part de là, en 1961, quand les Nations Unies proposent au Cameroun occidental la question qu'on pose pour le rattachement du Cameroun, on demande tout simplement, voulez-vous devenir indépendant? C'est la question de la réunification. Voulez-vous devenir indépendant en vous rattachant au Cameroun ou au Nigeria? Ça veut dire que tous ceux qui étaient là, que ce soit dans le nord du Cameroun ou que ce soit dans le sud du Cameroun, tous étaient déjà appelés soit Camerounais, soit Nigériens. Le fait maintenant d'accéder à l'indépendance, tu accèdes à l'indépendance par la mère patrie, soit le Cameroun, soit le Nigeria. Donc sur le plan de la légitimité, sur le plan des fondements juridiques, il n'y a aucune base légale que, n'est-ce pas, des Camerounais comme nous, celui qui se mettent aujourd'hui et commencent à réclamer, n'est-ce pas, une partie du territoire. Ce n'est pas possible parce que les fondements juridiques n'existent point. Ni les fondements juridiques, ni les fondements sociologiques, ni les fondements géographiques. Donc si je comprends bien, si on suit votre raisonnement, toutes les questions d'insécurité qu'on a aujourd'hui à l'intérieur du pays sont du fait des forces extérieures. Beaucoup sont, n'est-ce pas, du fait de forces extérieures. C'est pour cela que j'allais aboutir, j'allais chuter à ce que vous êtes en train de dire. Lorsque le Cameroun, la dorsale maritime camerounaise est un espace pivot dans, n'est-ce pas, la circulation des biens. C'est pour cela que des États intéressés veulent effectivement posséder le Cameroun. Parce que dans cette zone, dans la dorsale, c'est la rencontre entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique orientale, c'est-à-dire de l'Angola jusqu'au Sénégal. Le Cameroun est une pénétrante que beaucoup utilisent. Et il faut voir que l'Office, je crois que c'est l'Office des Nations Unies, en 2013, l'Office des Nations Unies a établi que
il y a beaucoup de cocaïne qui sort de l'Amérique du Nord pour l'Europe. Et ils ont établi ça, je crois qu'ils ont fait une évaluation. C'est peut-être 18 tonnes de cocaïne qui passe par là, qui transite par là. Voici la raison pour laquelle, voici l'une des raisons pour lesquelles, effectivement, ces États sont intéressés par la paix et la sécurité dans le golfe de Guinée. À côté des problèmes que nous avons eu avec Boko Haram, il faut le dire, nous avons pu mettre Boko Haram. Boko Haram n'a jamais pu, n'est-ce pas, intégrer le Cameroun, quel que soit ce qui l'ont venu. Et puis, comme les attaques diminuent dans le nord et le sud-ouest, donc il faut effectivement encourager, n'est-ce pas, l'armée camerounaise, le professionnel de l'armée camerounaise et le gouvernement pour que la négociation et la persuasion continuent, n'est-ce pas, entre nos frères qui se sont égarés et à qui, n'est-ce pas, on a demandé de rentrer parce qu'il faut dire que le gouvernement a fait beaucoup de choses. Quand j'entends dire que le gouvernement n'a rien fait, c'est faux. Pourquoi? Parce que le gouvernement a déjà tendu la main. On a répondu à toutes les revendications corporatistes des anciens et des avocats. On a créé le comité de désarmement, de mobilisation et de réinsertion. On a mis sur place un plan d'action humanitaire pour ceux qui avaient été affectés, pour ceux qui sont affectés par la crise. Tout ça, c'est pour, n'est-ce pas, le bien, pour amener la paix et la stabilité dans notre pays. Ben, moi, je voudrais dire ceci. Quand nous voyons la destruction de Bagdad, de Tripoli et de Damas, il faut être vigilant pour le Cameroun et maintenir sa sécurité absolument. Donc, il n'y a pas à négliger cela. C'est le prix à payer pour que nous restons une nation avec son intégrité territoriale. Cependant, je voudrais également attirer à tous nos panélistes que les sociétés naissent avec leur peuple et leur culture. Et partout où il y a des minorités, il y a des contestations. Que ce soit aux États-Unis où j'ai vécu, la minorité noire est toujours, après I Have a Dream de Martin Luther King, toujours à la recherche de justice et d'équité. Nous l'avons vu en Espagne également, les Catalans, en plein espace Schengen, ont demandé une autonomie, une indépendance. Nous avons vu toujours que ceux qui ne sont pas majoritaires, soit d'un plan linguistique, peuvent soupçonner également ceux qui le sont. Cependant, ça témoigne également quelque chose. Lorsque, dans nos sociétés de chefferie bantou, tropicale, etc., lorsque des populations se lèvent contre leurs chefs et leurs élites, ça veut également dire, d'un point de vue sociologique et anthropologique, que ces élites du décret ne maîtrisent plus et n'ont plus la légitimité de parler à leur population dont ils sont originaires, en dépit donc de tous les accessoires que peuvent leur accorder l'État, il y a un problème. Et il faut donc s'arrêter et réfléchir sur ce problème qui, on le sait, peut-être, on l'a vu lorsque les conditions économiques deviennent beaucoup plus difficiles, l'absence d'emploi, les inégalités croissantes et persistantes entre ceux qui ont toujours, et dans un espace visible aujourd'hui où on voit que ce transfert de richesse devient de plus en plus générationnel. Le père est en poste, les fils sont en poste, les petits-enfants sont en poste, et la population, malheureusement, n'est pas aveugle. Donc, qui peuvent être des étincelles qui déclenchent ceci? Quoique la représentation de l'unité linguistique au niveau de l'État est peut-être également un manquement qu'il faut corriger, et qu'il faut corriger très vite. Il y a très longtemps, et même pas très longtemps, quand vous parliez anglais dans un ministère, vous n'êtes pas bien perçu, vous n'êtes pas bien entendu, il y a des railleries, il faut corriger, il faut ramener cette unité nationale linguistique, mais l'État aussi devrait s'améliorer parce que, et ça, moi je suis venu apporter des propositions tout en comprenant les enjeux qui existent. Les mariages intercommunautaires au Cameroun, c'est tous les jours. Si on commence à décrire au-delà, je crois que
peut-être ça peut faire partie des propositions à faire. Nous sommes reconnus par le patronyme, le nom du père. Mais, donc, comment nos cultures ou nos traditions ne reconnaissent pas le matriarcat, peut-être qu'en portant les deux noms de région des enfants mixtes, on respecterait beaucoup cela. J'ai des neveux de ma part qui sont de l'Ouest, qui sont du centre Bassa. Mon sang aujourd'hui, mon ADN se retrouve aujourd'hui dans tout le Cameroun. Donc, je ne peux pas donc utiliser cela comme mettant quelque chose. J'aimerais bien voir le nombre de mariages interethniques dans les communes qui se passent aujourd'hui. Toutes les grandes écoles bilingues aujourd'hui au Cameroun sont en zone francophone. L'intégration s'est faite. Il faudrait accélérer cela. Et puis, au niveau de l'État, le bilinguisme doit être un requis pour tout ce qui représente justement les fonctions administratives étatiques. Je pense que c'est des solutions pour la crise dite anglophone que vient de nous proposer M. Abesolo, M. Ilundu. Finalement, cette sécurité au Cameroun, on réussit à la ramener entièrement comment? Je veux faire un live rapide sur l'actualité. Allez-y. Parce qu'il y a un amalgame volontaire entretenu aujourd'hui par des gens qui réclament, qui parlent d'un hold-up électoral et qui associent à ce hold-up la question du nord-ouest-sud-ouest. C'est-à-dire les deux choses n'ont rien à voir ensemble. Le problème du nord-ouest-sud-ouest est la résultante de la fin ou l'essoufflement d'un modèle de gestion. Le modèle central. Le modèle de l'État hyper centralisé a atteint ses limites. Parce qu'au Cameroun, le moindre organigramme doit remonter pour un visa présidentiel. Vous comprenez? On a vu des ministères bloqués pendant 1 an. Parce que des gens se trouvaient dans des chargés de mission et autres, soit la primature, soit pour que tout aille obtenir le visa de la présidente de la République. D'accord. Et à partir de ce moment, vous vous trouvez dans des problèmes sérieux lorsque vous devez gérer, par exemple, à Ida Bato, à Bakassi ou à Ndelele, dans le sud. On va résumer ça en disant que la centralisation du pouvoir. Alors, cette centralisation, c'est important. Pour qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'il y a tant de limites. Il y a des gens qui se plaignent à gauche, ils se plaignent à droite. Et la question de la décentralisation vient donc du modèle de l'État. Vous pensez qu'on en est encore, avec les mouvements qu'on a observés ci et là, à se limiter simplement au problème de gestion de... Écoutez-moi. Je vais jusqu'au bout, si vous permettez, M. Ilundu. Parce que je pense que sur ce plateau, on a eu à parler de cette crise dite anglophone, à plusieurs circonstances, à une occasion même avec vous. On ne va pas refaire la crise anglophone cet après-midi, parce qu'on a réussi à dissocier le terrorisme qui sévit désormais dans cette zone et la question de nos frères anglophones qui ont besoin d'un bien-être, ça on est d'accord tous dessus, et que la décentralisation est une proposition, entre autres au fédéralisme, on a tout attendu. Aujourd'hui on parle de sécurité et d'insécurité au Cameroun, je ne crois plus que ce soit simplement le problème de bien-être qui est en train d'être résolu. On se penche sur le terrorisme et autres problèmes qu'on vit à l'intérieur du pays aujourd'hui. Au moins 2 zones d'insécurité. Voilà. Je ne voulais pas revenir sur la pertinence de Boko Haram, qui, vous savez très bien que là-bas, j'avais enquêté à l'époque, à Maroua, j'avais des amis là-bas, où chaque bire, quand on abattait un Boko Haram, on les appelait le BH. Celui qui l'abattait allait fouiller ses poches, parce qu'il y avait toujours au moins 1 million de francs d'argent entré par les fabriques, de là où on fabrique le CFA. Donc, on sait très bien qui a financé cette affaire-là. Et je pense qu'aujourd'hui, la question de l'État islamique, parce qu'en réalité, il ne faut pas dissocier ça des tentatives de balkanisation en cours, qui nécessitent une certaine synergie des chefs d'État de la région. Donc la question Boko Haram est une question qui se confine, qui se comprend désormais, parce qu'elle en fait, elle concerne en réalité l'ensemble de la sous-région.
Okay. Mais la question du Nord-Ouest... reste encore... Nord-Ouest, je vous le dis, va s'arrêter. Si on gère de manière progressive la géopolitique. Et je crois que l'un des problèmes aujourd'hui du pouvoir, quels sont les nouveaux hommes? Quelle est la nouvelle classe politique à faire émerger? Vous voyez? Parce que, et ce choix-là est tactique. Est-ce qu'on ne va pas se tromper? Est-ce qu'on est sûr, qui est sûr dans l'affaire là? Qui est le patron désormais? Vous avez vu ce qui est arrivé, la dégringolade avec les anciens leaders et autres. Et Kouayouk et compagnie. Qui reste très fort. Ouais. Mais quand vous voyez par exemple SDF, mes amis du SDF, ils ont été doublés de prix de vitesse. Bon, maintenant, qui va... Et je pense que tout va se jouer à ce niveau. Au niveau de la qualité de la classe politique qui va émerger. Et cela va donc se faire. Comment va se faire le casting? Et c'est ça la question de fond. Qui va faire le casting? Quelle est l'instance qui va sélectionner ou alors qui va voir émerger cette classe politique? En 1991, lors de la tripartite, on a vu l'émergence. On a vu comment des gens étaient capables, dès le lendemain, d'arrêter les villes mortes. Ça veut dire qu'il y a des acteurs aujourd'hui, s'ils sont impliqués dans la négociation, peuvent en un claquement de doigts dire, dès demain matin, tout va s'arrêter. D'accord. Monsieur Bandakiani, pour sortir... Oui, je suis d'accord avec tout ce qui a été même dit. si ça fait rire Sa Majesté, bon, oui, parce que il y a sûrement une réaction à avoir dessus, juste après M. Quand on parle de sécurité, les stratèges en sécurité savent très bien que vous n'articulez pas une menace si vous l'analysez mal. La lecture d'une menace, la manière de la saisir, détermine la qualité de la riposte. Ça veut dire quoi? Concernant la crise de l'anglophone, non, madame ici, moi il y a des choses que je ne peux pas accepter. Qui est mauvaise gouvernance, on connaît toutes ces circonstances. Ça donne le droit des gens de se comporter comme ça, c'est-à-dire d'aller s'allier avec l'impérialisme américain, vendre nos 2 territoires par anticipation à Kilimandjaro, avec quelqu'un qui s'appelle Zulfikar, qui revendique la propriété officiellement dans le monde entier et qui aujourd'hui s'est établi un agent de la CIA. Vous ne pouvez pas dire que quelque chose de mauvais et vous faites la même chose en pire, madame Aïssi. On ne peut pas accepter ça. Donc, de ce point de vue, les hommes politiques qui surfent sur la crise pour avoir des voix là-bas et ne disent pas la vérité aux Camerounais, j'estime que ce n'est pas digne de la politique. Il faut condamner ça. La crise, là, on connaît. Il y a un Tintin qui arrive là, qui représente le pays où on héberge, où on fabriquait tout ça, dans cet endroit-là. Donc, voilà l'enjeu de l'Amazonie. C'est que ces mécanismes de balkanisation dont parle M. Elundou sont au cœur de cette crise. Quand on me parle de minorité, les Pygmées sont une minorité dans ce pays. Reconnus même par les lois internationales. On les appelle les peuples autochtones, en voie de disparition. Il y a même une ONG internationale qu'on appelle Survival qui travaille sur ces questions de manière fondamentale. Pourquoi on ne parle pas de Pygmées? Nous qui sommes trop bons, pourquoi on ne se parle pas de Pygmées? Parce qu'ils n'ont pas une capacité de faire des alliances au niveau international pour venir embêter les gens. Une minorité peut être une minorité sur la base d'une langue d'emprunt devenue internationale. Mais elle est une majorité si on retrouve ses vraies langues. C'est-à-dire ses vraies langues. C'est-à-dire que les gens qu'on appelle anglophones au Cameroun aujourd'hui, ils sont minoritaires quand vous les appelez anglophones. Mais dès que vous appelez plus anglophones, ils sont majoritaires. C'est une affaire compliquée. Et il faut que les hommes politiques instruisent notre peuple, même si pour eux, au départ, c'est impopulaire. J'étais avec la question de la sécurité. Je veux dire que ne comparons pas les choses. Les Catalans, ce n'est pas le problème anglophone, ça ne se ressemble pas. Ni dans l'histoire, ni dans le fond. Les Noirs aux États-Unis, ce n'est pas la même chose. Les Noirs, c'est une population qu'on a enlevée ici par l'esclavage, on a amené là-bas. Et il y a un système qui refuse depuis de les intégrer. Ce n'est pas la même chose ici. C'est pas la même chose ici. La question de la sécurité dans notre pays n'est pas seulement le jeu des forces extérieures. Ça, il faut être honnête pour le dire. Il y a des agents internes qui sont de connivence avec ces forces-là. Je l'ai dit, c'est vrai pour la crise anglophone. On connaît aujourd'hui très bien, ils ne se cachent même pas aux États-Unis. Les gens font des réunions avec des films américains, tous ces consorts, sur la base du fait qu'ils avaient déjà bradé cette région-là, les 2 régions. On les connaît, ils font des réunions. La Kwang et Belize font des réunions, on les connaît, avec qui ils font des réunions. Aujourd'hui, cette film-là, Kilimandjaro, spécule en bourse avec ces régions-là.
il a fallu que l'État du Canada, l'État de l'Alberta, attrape, n'est-ce pas, les spéculations financières de ce monsieur-là, interpelle les États-Unis qui ont fait l'impasse sur l'affaire. L'État du Canada, c'est pas l'État du Cameroun, c'est l'État de l'Alberta, sa commission financière. Donc c'est pas une affaire, c'est une affaire qui est sérieuse et profonde. Les faits sont des établis. Donc il y a des agents intérieurs, ces fonctionnaires qui ont beaucoup d'argent, ces hommes politiques, certains barons qui sont au cœur du régime, qui ont beaucoup d'argent, ont besoin de protéger leur argent, sont de connivence avec ces puissances financières et géopolitiques et travaillent ensemble pour créer l'insécurité au Cameroun. Donc la question doit être traitée dans le double plan de la sécurité directe en mobilisant nos forces militaires qui sont, de mon point de vue, excellents, d'excellents professionnels et de vraiment amplifier l'opération épervier qui consiste à neutraliser ces barons avant qu'il ne soit tard. Justement, en une minute, Sa Majesté. Oui, moi je voulais ajouter que on parle de les partis politiques concourent à l'expression des suffrages. Donc, dans une démocratie, quels que soient les problèmes qui ont été posés, lorsque s'annoncent les élections, les partis politiques doivent prendre la peine, n'est-ce pas, de préparer les élections pour aller devant les électeurs et faire prévaloir leur point de vue. C'est ça la démocratie. Il est difficile parce que nous sommes des patriotes. Les Camerounais, il y a beaucoup de patriotes au Cameroun. Les Camerounais ne peuvent pas laisser que des agents internes parce qu'il y en a et des agents externes parce qu'ils sont aussi là, n'est-ce pas, balkanisent le Cameroun. Ce sont nos partenaires. Oui, il est difficile. Il est difficile, même si ce sont nos partenaires, nous avons certains rapports, il est difficile que les Camerounais laissent que ce pays soit balkanisé. Il faut que les gens le sachent, parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais c'est très important. Justement, vous m'offrez un sillage facile hein, pour entrer dans le dernier sujet. Je le disais tout à l'heure, sans transition. Tibor Nagy est donc en route pour le Cameroun, hein, mais il est déjà au cœur d'un gros tapage médiatique. La preuve, il y a quelques minutes, M. Bandakani, tu avais ouvert radicalement la voie au sous-secrétaire d'État en charge des affaires africaines, qui une fois de plus a fait une autre sortie médiatique où il parle en même temps de la crise d'État anglophone, mais de l'autre côté, et également... il essaye de revenir sur le cas Maurice Kamto et exige sa libération. Monsieur Mekéa Bessoulou, il n'a même pas encore touché le sol camerounais. Pourquoi est-ce qu'il a tendance à agacer Yaoundé? Bon, c'est vrai que c'est à lui que je devais demander. Mais bon. Non, je pense... Fini d'abord. Permettez-moi de parler en anglais. Hein. Je crois que... c'est mieux pour mieux comprendre cette partie-là. Non, il n'y a pas de souci. Je pense que tout le monde est bilingue sur ce plateau. My belief on what's going on and having been in the U.S. is my understanding that there's a lot of misrepresentations about what is going on in Cameroon right now. And the declarations of the American diplomats do not entirely reflect what is going on in Cameroon. It's rather a brief that he had on the lobbyist that he's working with or approaching to make that case. And him coming to Cameroon and had, I think, a direct talk with the authority will help to clarify what is going on. Definitely, I believe that will clear up the atmosphere in terms of the misunderstanding that is very happening. But again, it calls for who has the ability to defend the interests of the nation as a whole, where the big decisions are. The center of gravity of decisions, as we understand it, has moved globally. It is just not in the country. So that's our authority here need to understand that and be as proactive as much as possible. It's a key. What is happening right now in Cameroon is that those who are calling for the destructions of the country have put their face on. And being fundamentally a Cameroonians, I think that no one wish for any attempt, actions, or any plea that would make Cameroon to be a divisive country. We should not tolerate it. And even speaking to the Americans, we see that today any federal judge or from the international criminal courts has been banned from obtaining visa to enter into the U.S. to investigate. So even the U.S.
is protecting its own citizens, its own people, and we should do the same. That we must have in this democracy a consensus that we can disagree, but at any time in point, we should not push on the red button to destroy Cameroon. So by the coming of Ambassador Nagy, I believe that it will have direct talks with the authority, a better understanding. Because sometimes in the U.S., if one lobby talks much more than the others, they seem to be carried by what those lobby have said. So we welcome his visits, and I think that even a lawyer arrived a few hours ago in Cameroon. They will talk with the authority and face with that. The local terrorism that wants to take place in Cameroon should definitely be banned by any means necessary. Voilà. De toutes les façons, ce qui est sûr, c'est qu'il est attendu depuis fermement. On peut te le garantir avec la sortie des ministres. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, peut-être on ne va pas faire le résumé de ce qu'il a dit, Majesté, vous allez réagir tout de suite. Mais je voulais juste rappeler pour les habitudes du plateau, ils le savent, quand on arrive à cet instant T, pour qu'on dise au maximum de choses en très peu de temps, essayons de jouer dans 1 minute maxi, et après on se passe la parole. Majesté, vous l'avez cette parole. Vous savez, Madame la journaliste, les États-Unis, c'est un pays avec qui le Cameroun a de bonnes relations. Et vous vous souvenez, il y a de cela 2 jours, c'était même hier, hein, je savais qu'ici, à Douala, il y avait des exercices militaires menés par les instructeurs américains. Ça veut dire que c'est un pays avec qui le Cameroun a effectivement de bonnes relations. Alors, lorsque des lobbies, comme le disait M. Georges Abesolomeka, ont approché certainement l'ambassadeur, le sous-secrétaire d'État américain, M. Tibor Nagy, je crois qu'il a réagi sous ce qu'on a appelé un syndrome qu'on appelle la prise du présentisme. Ça veut dire que dès que les lobbies lui ont parlé, il a directement réagi que non, effectivement au Cameroun, on va faire ceci, on va faire cela. Non, c'est bien qu'il vienne, qu'il se rende compte, n'est-ce pas, de ce que le gouvernement camerounais a fait pour solutionner la crise dans le nord et le sud-ouest, et qu'il se rende effectivement compte, n'est-ce pas, des lois que certains de nos compatriotes camerounais ont piétinées. Et on va finalement lui demander à la fin, lui qui est aux États-Unis, si il peut accepter, n'est-ce pas, qu'un Américain ou des Américains puissent, n'est-ce pas, bafouer leurs lois, quand on sait que, vous savez, quand les États-Unis, c'est un pays où il y a tellement d'incidences, tellement de bavures policières, lorsque on fait un peu une rétrospective, jusque dans les années 1990 seulement, il y a tellement de bavures policières, on va lui demander si c'est bien, n'est-ce pas, si des Américains peuvent piétiner les lois, alors qu'il y a quelqu'un qui est, n'est-ce pas, garant du respect des institutions, et du respect des biens des personnes. Et c'est vrai, quand la justice est saisie d'un problème, il faut faire confiance à la justice camerounaise. Le juge qui va juger Kamto et ses partisans, il saura, n'est-ce pas, quelle qualification il va donner, n'est-ce pas, aux infractions que Kamto et ses partisans ont eu à faire. Il faut faire confiance à la justice camerounaise. Ingérence? On dit que plus que l'ingérence, c'est grave. Ah d'accord. Il n'est pas très grave. Donc, I'm very happy to debate with the politicians who can put the superior interests of the country above domestical interests. I'm very happy. Pour dire que, Madame Naïssi, c'est plus que l'ingérence. C'est très grave. Moi, je ne peux pas faire la langue de bois. Et il y a une forme de diplomatie qui est dépassée dans le monde. Donc, quand vous avez des partenaires qui sont partenaires avec vous le jour et qui la nuit brûlent votre pays, il faut savoir mettre le frein. À un moment donné, les 2 régions qui brûlent là, ce sont les Américains. Il n'y a plus de débat, ce sont les Américains. Quel est ce pays qui est notre ami et qui héberge sur son sol les gens qui font la guerre au Cameroun? Est-ce que si nous avons 2 Américains ici au Cameroun qui pensent seulement qu'ils vont venir aux États-Unis et qu'on les héberge ici, les Américains vont continuer à traiter les partenaires, ils vont décréter le lendemain que vous êtes un État voyou et on va vous attaquer. Mais c'est que la France, le truc qui vient là, c'est même qui? C'est qui? C'est le sous-secrétaire d'État. C'est comme sous-secrétaire d'un pays où, avec un leadership, j'ai beaucoup de respect pour le président Trump, mais le leadership américain aujourd'hui est l'un des plus corrompus au monde.
Vous n'avez qu'à voir les relations qu'ils ont avec l'Arabie Saoudite. On parle de droits de l'homme. Il y a quelqu'un qui a scié quelqu'un. Il a dit que c'est établi aujourd'hui que c'est le prince là qui a ordonné qu'on tue Khashoggi. On ne l'a pas seulement tué, on l'a découpé. Et M. Trump, M. Macron, tous les pays occidentaux n'ont pas été en mesure de parler au prince. Au contraire, ils négociaient pour qu'ils les reçoivent. Quand il est allé au G20, Macron, tout ça pourrait venir le saluer. Et les mêmes gens le parlent de l'homme au Cameroun aujourd'hui. Je pense que c'est dans ce cas-là, et pas c'était d'autres. Les États-Unis dans le monde, c'est un État criminel. C'est une criminocratie en langage géopolitique. C'est-à-dire que c'est un État dont l'essence est le crime. 40 millions de morts depuis les années 60 que les Américains ont tué dans des guerres injustifiées à l'extérieur, pour leurs intérêts. Madame Aïssi, le plus récent là, c'est l'Irak, c'est la Syrie. On est en train de voir au Yémen. Vous allez en Libye, partout ils sont là-bas. Là-bas, là, ce sont les moutons qui meurent, ce sont les poules. Ils ont quelle leçon à donner au Cameroun? Vous êtes dans un contexte où un pays n'a même plus de direction en matière diplomatique. Ça va dans tous les sens. Quand vous regardez la programmation de la diplomatie américaine à l'heure actuelle, à M. Trump, c'est la cacophonie. Il n'y a même pas une voix qui parle pour les États-Unis. Le président parle, il est contesté, d'autres voix viennent critiquer ce qu'il dit. Donc c'est une cacophonie qui montre que, comme l'a dit tout à l'heure, l'action des lobbies prime sur une direction diplomatique qui est claire. Nous savons aujourd'hui que l'Amérique n'a plus les moyens d'être le gendarme du monde. Trump l'a dit, et même qu'elle allait visiter les troupes, je crois, en Irak. Il l'a dit ouvertement. Et qu'il a donc entrepris de diminuer les ressources financières des États-Unis destinées dans certaines opérations d'État. D'ailleurs, une bonne partie de l'aide militaire américaine a été suspendue au Cameroun. Mais c'est une façon, ils n'ont plus l'argent, madame. La vérité, c'est qu'il n'y a pas l'argent. On masque ça en donnant dans un droit de l'humanisme primaire, en faisant semblant, on masque ça derrière les valeurs. Ils ont fait ça à l'ONU. Ils ont fait ça à l'UNESCO. À l'UNESCO. Donc, en réalité, vous allez dans une affaire où, un, la diplomatie américaine est chaotique ces derniers temps-ci. Deux, il y a un sous-secrétaire qui ne maîtrise pas ses dossiers. Trois, il n'y a plus l'argent. Et au lieu de dire que bon, il n'y a plus l'argent, on fait la grandiloquence inutile. Celui qui arrive là, il ne peut rien du tout, il ne peut rien faire au Cameroun. Monsieur Elondo. Il a dit à Bossolo qu'il ne faut pas appuyer sur le nous avons un certain type d'hommes politiques au Cameroun aujourd'hui pour qui leur promotion passe avant le Cameroun. Mais la politique spectacle, la politique des stars ne peut pas prospérer dans une période aussi délicate. Nous devons nous retirer en faveur du Cameroun, de la sécurité du Cameroun, de nos enfants. D'une économie qui a des tas de difficultés. Nous devons céder la place à la réflexion stratégique. C'est-à-dire, au lieu de courir dans la rue, lorsqu'on est agrégé, écrivons un modèle économique cohérent pour le Cameroun de demain. Montrons à ces gens qui arrivent, qui généralement, on ne sait même pas quel est leur background intellectuel, ou même qu'est-ce qu'ils ont appris à faire dans la vie, mais ils arrivent avec beaucoup de tapage, une communication entretenue par des agents locaux, n'est-ce pas? Et une sorte de gestion parallèle du pouvoir qui a été dénoncée ici, où effectivement même la géopolitique mondiale n'est plus respectée. Où est la France dans cette affaire? Qui est quand même la mémoire de cette colonisation. Où sont les Britanniques? On devait quand même avoir une base de négociation à la fois anthropologique, historique et sociologique. Non, les Anglais ont dit niet. Voilà. Il me semble qu'ici, il est important d'expliquer aux Camerounais qui, j'entends des gens dire qu'ils vont marcher, etc., que l'ère du petit blanc, c'est terminé. Nous disons que ce monsieur n'a pas de place ici comme intervenant dans l'affaire du Nord-Ouest Sud-Ouest. Il peut venir au Cameroun parce qu'il y a le pipeline américain qui passe ici, n'est-ce pas? Il peut venir au Cameroun pour prospecter parce que désormais la question de l'énergie, etc., est au cœur des mouvements dans le monde. Qu'ils viennent pour cela comme d'habitude, mais qu'ils ne viennent pas mettre de l'eau au feu. Mais nous savons de l'huile au feu. Et nous savons pour finir que, effectivement, ils ont été découverts. C'est eux qui sont derrière la crise. C'est eux qui alimentent la crise. C'est eux qui financent les belligérants. Et la chance que nous avons eue,
Et vous savez, le Cameroun est un pays, je crois, béni. C'est d'avoir Boari à côté. Si nous avions continué à avoir l'ex-président Nigeria, c'est fini. Mais ce serait une catastrophe dans ces régions. Je crois que en 30 secondes, oui, 30 secondes. Président Bon, Bandé. les Camerounais ne peuvent plus faire comme s'ils ne voient pas. C'est clair désormais au Cameroun que nous avons des forces politiques qui sont les chevaux de Troie des puissances étrangères. L'Union européenne et le sous-secrétaire, ou bien c'est le sous-quoi, qui arrive les Américains, vient de nous dire clairement que le parti là qui fait trop de bruit, avec son leader qui s'autoproclamé élu, sont des chevaux de Troie de l'étranger. On ne peut plus faire comme si on ne savait pas. Donc, ce qu'on n'accepte pas pour les autres, il faut que les gens aient le courage de tirer les leçons. Actuellement, là, dans cette affaire, les choses sont désormais claires. Réellement, on a vu ça dans l'histoire, sauf ces derniers temps-ci, où l'étranger prend aussi l'Amérique, l'Union européenne, prennent aussi grossièrement comme ça, démontrent ouvertement qu'ils ont des chevaux de Troie qu'ils ont fabriqués, ont installés dans notre pays, dans le seul but de le brûler au cas où notre pays ne vient pas signer sa recolonisation. Nous ne pouvons pas accepter ça. Merci beaucoup. Le temps imparti à l'émission est arrivé à son terme. Il faut que une dernière chose. Oui, ici, c'est qu'il faut effectivement rassurer les Camerounais. C'est vrai qu'il y a des gens qui viennent, mais le gouvernement camerounais a aussi adressé une invitation au commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, qui va peut-être d'ici peut venir pour n'est-ce pas, se rendre compte d'un certain nombre de choses dont il faut que les gens fassent confiance aux Nations Unies. Il ne faut pas que les Camerounais aient peur. Voilà. Merci beaucoup, Sa Majesté Patrick Ondondo, d'avoir fait le déplacement de Yaoundé. Merci beaucoup à vous, Georges-Paul Mekia Bessolo, d'avoir accepté l'invitation. Banda Kani, je ne saurais manifester ma gratitude. Et puis à vous, Joseph Marie Elundou, merci beaucoup d'avoir accepté. On se retrouvera samedi à coup sûr pour une autre édition de Tous Azimuts. Une édition cette fois réalisée par Gilbert Titi Mbaké, derrière les caméras Guilandry Sioui. Bonne suite de programme sur la télévision du monde. Non.